Le sprinkler. Allô, Mathieu? Oui, j'allais dire la kombucha. C'est de l'eau ou juste, c'est juste de l'eau? C'est juste de l'eau. Ah, salut, Eric. Comment ça va? On est supposé ignorer notre invité pour les 15 premières secondes. Je savais pas que ça commençait maintenant parce que ça fait trop longtemps qu'on... Ça fait longtemps, hein? On a manqué 2 mois, je pense. Bref, on est de retour en studio, enfin. En studio. Parce qu'on s'était dit que... En tout cas, je m'étais dit, je sais pas pour toi, à distance, c'est moins... On dirait que c'était moins là. Moi, ma motivation était moins là. Bon, on l'a fait. On a essayé de transformer un bug en feature en disant, si c'est à distance, on va continuer à faire des enregistrements via Zoom. Plus, on va inviter des gens qui ne viendront pas en studio. Ben là, maintenant, c'est assez. Quand c'est des gens loin, c'est cool. Quand c'est compliqué, quand ça devient un avantage. Mais là, comme ce soir, moi, j'avais le goût de voir Julie. C'est pas mal plus cool en personne. Bref, c'est peut-être le moment de l'introduire avant de dire trop de niaiseries. Allô, Julie. Salut, Julie. Salut Eric, salut Mathieu. Comment vas-tu? Ça va très bien. Passez une bonne journée? Oui. Cool. Oui, une bonne journée. Contente d'être là. Qu'est-ce que tu as fait comme bonne journée? J'ai fait une journée à faire des propositions pour de nouveaux clients, puis à faire plus de la gestion de ce qui entoure la joie de la vie d'un coach. C'était de l'admin. Oui, l'admin, c'est ça. Le genre de choses qui fait qu'après, on continue sa semaine en se disant « Ah, c'est fait! » C'est comme faire le ménage dans la maison, hein, ou faire tes comptes, tu as l'impression que c'est propre. Puis après ça, tu peux refaire ça sur une bonne base. Et ta semaine parfaite ressemblerait à quoi? Oh, tu commences fort. C'est comme un réflexe. Ça fait longtemps qu'Eric n'a pas coaché. Il a besoin. Je sais pas ce que tu fais. C'est parce que je ne sais pas quoi ressemble ma vie. Je sais que tu coaches avec des chevaux de temps en temps. Non, c'est pas toi ça. OK, excuse. Ça m'arrive. L'hiver, un peu moins. Une semaine parfaite, ça ressemble à une semaine où j'ai le temps, le début puis fin de la semaine, de justement m'organiser. Puis j'aime ça me concentrer sur les rencontres avec les groupes ou les clients le mardi, mercredi, jeudi. Et en présentiel ou en virtuel. Puis souvent des activités de fin de semaine aussi, de formation, de groupe. Tu as rencontré un groupe la semaine dernière? J'ai rencontré un groupe la semaine dernière. Attends, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Ou la semaine d'avant? Oui. Ou à un moment donné? Les deux, mais c'était pas le même groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans rien... divulguer, ouais, c'est ça. Il y a peut-être des... Sans rien divulguer. Le dernier groupe que j'ai rencontré, c'est des gens qui avaient suivi une formation avec moi il y a 2 mois. Il y avait 2 groupes différents, en fait. Un groupe que j'avais formé au Québec, puis un groupe que j'ai formé en France. Puis j'ai fait comme, hey, ce serait cool de mettre les 2 ensemble, puis de leur dire, c'est quoi vos feedbacks? 1 mois ou 2 après, c'est quoi vos questions, comment votre pratique a aidé les choses. C'est pas indiscret, c'est une formation qui donnait sur quoi? Sur l'auto-hypnose. Oh! Bon, on peut pas ça. Et voilà, c'est tout bas. Fait que je peux m'hypnotiser moi-même. Oui, tu peux faire ça. Nice. Tu vas nous expliquer ça? Bien, certainement. Sans drogue, sans... Tu peux en ajouter, mais c'est pas utile. Okay. Le cerveau est capable de créer pas mal tout, en fait, quand on sait comment. On va se garder ça en dessert. Quand on sera rendu là, moi, j'ai l'anecdote auto-hypnose aussi. Avec Doctor Strange. Non, c'est personnel, c'est très vrai. Mais on va attendre, c'est pour la cerise que Julie nous apportera. Fait que t'es-tu tout seul à pas avoir fait d'auto-hypnose aussi, là? Je te juge un peu. Je l'ai peut-être fait, mais c'était à mon insu. Ça va aller avec la cerise, tu vas comprendre. Je sème mes graines pour plus tard, mais on va se rendre. OK. On parle de quoi aujourd'hui? C'est sérieux, là? Sérieusement? Moi, ce que j'ai compris, c'est que t'es venu du coaching agile, t'as baigné dans l'agilité, puis tranquillement, pas vite, tu t'es dirigé vers autre chose, incluant l'hypnose, PNL, etc. Pardon. Je serais curieux de comprendre comment t'es passé de l'agilité, Scrum Master, baigner là-dedans à autre chose. C'est quoi ce cheminement-là? Bien, je pense que l'agilité est arrivée à l'intérieur d'un processus de compréhension que... puis là, c'est peut-être mes 15 ans web qui ont joué, là, mais que on peut vraiment se programmer. OK. Puis que ce qu'on vit, c'est des algorithmes qui peuvent apprendre. Puis que des fois, je suis souvent contactée par des gens qui sont dans le domaine du développement ou de la 3D. Fait que j'utilise cet exemple-là. On peut se créer des programmes vraiment. Et on peut améliorer ce qui ne marche pas ou on peut juste en créer des nouveaux. Donc, de comprendre qu'on a un choix
puisque j'ai commencé dans le travail d'accompagnement par moi-même et par l'auto-hypnose, justement. Puis j'ai réalisé que, ben oui, on peut vraiment modifier comment on se sent. Puis plus je prenais de l'expérience là-dedans, plus j'arrivais à faciliter des choses, modifier des manières de faire, plus dans mon environnement de travail, dans les équipes que je coachais, je voyais des gens répéter des processus qui les rendaient malheureux. Je me disais, mais pourquoi? Non, mais la question est bonne quand même, sincèrement. Fait que, pourquoi, alors que je sais qu'il y a des outils qui fonctionnent, je les garde pour moi. Donc, à un moment dans mon process, je me suis dit, bon, j'allais me former à l'hypnose. Parce que c'est bien beau, je sais faire sur moi, mais je ne peux pas faire sur les autres. Mais je vois les autres qui font des trucs qui les rendent malheureux, mais je ne sais pas comment les aider. Bon, c'est plate, il me manquait un bout. Je suis allée chercher la formation. Puis, moi, c'est comme, t'as un jouet qui est tellement cool que t'es comme, ben là, j'ai le goût d'en servir. Tu le montres aux voisins, là, oui, ce jouet-là. J'ai le goût de le montrer, j'ai le goût de jouer avec, j'ai le goût d'en faire plus. Mais je ne voyais pas forcément comment l'intégrer dans ma pratique agile et dans avec une équipe de développeurs. OK. Bonjour, je vais vous hypnotiser, ça marche pas de même. Là. Quoi que ça pourrait être intéressant. Non, c'est le fun. Moi, je prends des notes. Non, c'est le fun avec un drink. On va voir le CTO, là. Okay, oui, tu es agile. Détermine ta vision, communique-la, s'il te plaît, ouais. Mais il pourrait y avoir de l'idée là-dedans. Mais je me suis dit, en entreprise, ça va être beaucoup plus simple de l'amener avec le filtre de la PNL, la programmation neurolinguistique. Puis je me suis dit, ça me prend une formation en coaching. Donc, j'ai été chercher tout ça. Puis, dans l'idée de dire, moi, le bonheur dans le milieu de travail, la joie, c'est bien important. Donc, on le voit dans ton sourire, là. Déjà, c'est là. Et du coup, je voyais pas forcément comment faire le pont, mais je me suis dit, je vais sortir du domaine de l'entreprise au quotidien pour pouvoir y retourner avec d'autres choses. Okay. Mais pour ça, j'ai besoin d'être face au quotidien, d'être face à des cas, d'aider des gens, d'accompagner du monde, prendre de l'expérience finalement, pour pouvoir revenir autrement, d'une autre manière. Fait que c'est pas mal ça, mon petit process qui a duré fait que c'est parti. Dizaine d'années. Agilité, tu étais déjà un petit peu dans l'auto-hypnose qui t'a amené à la PNL, qui était sortie, puis que tu ramènes tranquillement pas vite en entreprise. Exactement. Hypnose, auto-hypnose et PNL. Oui, c'est ça. Cool. Puis la PNL, là, pour les nuls, ouais. ça mange quoi en hiver? De caisser. Ça fait longtemps que t'as pas dit un de caisser, Eric. Je m'ennuie. J'ai oublié. Il me semble, hein? Il me semble que la question puissante par excellence. De caisser. De caisser, la PNL. De caisser. Programmation neurolinguistique. Semi-puissante, mais en fait, j'ai une inquiétude. Comment qu'on va faire pour créer un pont entre la PNL et l'auto-histoire? On va voir. Tu sais, c'est des coachs agiles, Scrum Master, des gestionnaires dans un contexte d'agilité. C'est vrai que j'ai écouté un podcast, pas un podcast, mais un YouTube sur le Swish. Je me suis dit, intéressant. On peut pas de Swish à un moment donné. On pourrait. Ouais. D'abord, j'étais tellement content que tu connaissais ça, par contre. J'ai dit, hey, j'écoute un gars qui parle de Swish. Ah, je connais ça. Finalement, elle a vraiment un diplôme. Non, mais il y a peut-être 300 millions de différentes pratiques dans la PNL. Mais il y a plusieurs pratiques, puis il y a plusieurs manières de nommer les choses parfois. Mais si on prend un petit step back, j'ai le goût de vous poser une question d'abord. Oui, vas-y. La réponse est vite. Ça, c'est chiant. Tu sais, on va le coach qui revient. On arrive avec une question, puis la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous pose une question. Je peux te... Fatigant. On ne doit pas répondre, par contre. Ben non, on peut y aller avec une question, nous autres aussi. Trois coachs dans un bar, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens comment? Oui. Pourquoi tu ressens le besoin de me demander qu'est-ce que j'en pense? Si tu étais un arbre. Excuse-moi, vas-y. C'est ma question. Elle n'a pas oublié sa question, on n'a pas réussi à la faire. Quelle est ta question? Vas-y, on va répondre sincèrement. Alors, d'abord, je trouve ça super cool d'être là en présence. Merci pour ça. C'est cool aussi de commencer l'année quelque part pour moi dans cette interaction-là avec vous. Mais par rapport justement au sujet qu'on aborde, quand hypnose, programmation, neuro-linguistique, ça fait très... c'est très buzzword, hein, les trois ensemble. Là. Pas mal. Comment vous vous sentez, vous? C'est quoi l'émotion qui vous habite quand vous dites « Hey, ce soir, agilité, hypnose, agilité, PNL », c'est quoi votre premier ressenti? Premier ressenti, je l'ai partagé tantôt. Comment faire un pont entre la PNL. Je connais un petit peu. S'il y a bien un domaine que je n'ai pas étudié, que je n'ai pas poussé, c'est la PNL. Il y a plein de domaines connexes à l'agilité qu'on a découvert avec les années. La PNL, honnêtement, c'est vieux, la PNL. Là. Ça ne date pas d'hier. Là. Mais ça ne date pas d'hier, mais ça ne date pas non plus de 300 ans. L'hypnose est beaucoup plus âgée que je dirais un bon 20 ans facile.
Oui. C'est tout alentour de la Plus que neuroscience. ça, quand même. C'est tout le développement de ça, right? Oui, ben, la neuroscience est arrivée après. Vous m'empêchez de répondre à ma question. Mais, si je résume ton point, c'est un peu des craintes et de la curiosité. C'est comme un mélange des deux. La question était quelle est votre réaction? C'est quoi votre ressenti quand on vous Mon parle? ressenti initial, Ouais. c'était ça, mais c'est pas vraiment initial, ça date de je sais pas quand, il y a quelques jours. C'est regarde, on va faire pour garder l'attention d'un Scrum Master, d'un coach agile, d'un gestionnaire dans un contexte d'agilité avec un sujet comme la PNL, quand moi, ça m'a jamais vraiment attiré. Puis Dieu sait, tu me connais, hein, vous me connaissez, il y a plein de sujets qui m'attirent. Puis ça, je suis pas allé vers ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un a dit quelque chose qui dit, mais c'est du witchcraft, là, c'est n'importe quoi. Là. Fait que c'est ça. Ouais, c'est de la manipulation. Fait que c'était ça ma première Donc, ton réaction. ressenti, c'est une interrogation. Une interrogation sur est-ce que ça va être utile de partager ces informations-là aujourd'hui avec l'auditoire que nous, on a. OK. Ouais. Et ton interrogation, elle te fait faire ah oui, on en parle, je m'avance, je fais C'est sûr qu'on en parle. Ou ça me fait reculer, parce que, tu sais, c'est-tu... Ce qui me rassure, c'est que tu as déjà été Scrum Master. Puis tu me dis oui il y a longtemps. On a parlé de faire ce podcast-là, il faisait beau et chaud, on parlait d'une marche dans ce coin-ci. Donc, mon niveau de confiance est très élevé. Okay. Mais quelle question que moi je peux poser pour... Aller chercher cet outil, ce modèle, cette façon de faire, cet état d'esprit, et j'en passe, pour aider les gens qui nous écoutent. Okay. Ben oui, c'est sûr qu'on se lance. Parce que tu me dis oui. Ah oui, quelqu'un d'autre, je dis non. Si Tony Robbins m'avait dit oui, je dis t'es n'importe qui, toi. C'est vrai qu'on voudrait surtout pas son reach. En tout cas, moi, non, je suis con. Il est dans la PNL, non, Tony Robbins? Tony Robbins, c'est un PNListe. Il l'a fait sienne, il l'habille extrêmement bien. Mais avec ses mains de comme 40 pieds de large. Oui, c'est ça. Et toi? Moi, honnêtement, je suis excité. Peut-être que il me semble mon non-verbal le traduit. Je suis peut-être un peu plus égoïste qu'Éric. Moi, j'ai le goût d'apprendre puis de comprendre, puis à la base... Marier 3 enfants, plus égoïste, je pense. Non, mais attends un peu. Il y a un rationnel derrière. Éric a un désir que ça soit utile pour les gens. Je pense que c'est très noble et très louable. Moi, je veux juste apprendre puis comprendre. À la limite, si ça sert juste à moi, je vais être content. Je vais être content pareil. Fait que voilà. Puis j'ai l'impression que je suis un peu notre public cible à quelque part. Je pense que je suis pas très différent. Si j'apprends une chose, peut-être, ou un intérêt, puis après ça, je creuse, je l'utilise, je vais être gagnant. Fait que c'est pour ça que c'est de l'excitation. Fait que je suis assez confiant. J'ai pas vraiment de crainte. Est-ce que ça répond à ta question? Je suis allé assez... Ça répond à ma question parce que c'est souvent, justement, quand on parle de... C'est PNL, l'hypnose, on pose ces mots-là, il y a toujours... Et souvent, il y a une réaction « Ah oui, c'est quoi? » Ou il y a une réaction de recul de « Hey, j'ai une casserole sur le feu. » Ben, t'es au bureau. Oui, pareil. Faut que, tu sais, comme... Il y a une gêne où il y a une gêne, il y a une joie, il y a un recul où il y a une envie d'en savoir plus. Fait que surtout je trouve que c'est intéressant de savoir d'où on parle. Comment il s'appelle le bonhomme qui fait de l'hypnose à la télévision? Mesmer. On a tendance à l'associer à ça. Est-ce que ça va me faire japper pour aucune raison? Tu sais, il y a des animaux vraiment plus intéressants que le chien ou le poulet. Hein. Ah oui, mais c'est beaucoup moins drôle que de faire le poulet. C'est sûr, c'est mais à choisir. Là. Comme ça, le lion. Est-ce que je me trompe si... à quelque part, toute la compréhension du cerveau, on parlait de programmation tantôt un petit peu, ça revêt un côté mystique un peu quand on creuse puis qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Ça peut, ouais. Puis on dirait que ça vient jouer un peu là-dedans là, quand on parle d'hypnose. Ouais. Dans ma tête de néophyte, tout ce qui est PNL essaie de donner un rationnel à ça. C'est un peu l'angle que tu as amené, en tout cas, que je semblais comprendre tout à l'heure là, quand tu disais... Oui, moi, j'ai une approche très pratico-pratique de l'hypnose, de la PNL, de comment ça peut servir pour les gens. T'es content, t'aimes ça, pratico-pratique? Tu viens de baisser son niveau d'angoisse de deux coches. Là. Il y a combien sur l'échelle de Ça laisse de la place pour de l'angoisse ou d'autres choses. Anyways, c'est de 1 à Éric. Là, c'est moins 2, mais... On va prendre un dessin.
T'es équipé pour me faire le dessin. Pratico-pratique, ouais, rationnel. pratico-pratique, merci. C'est-à-dire que tout ça, c'est des choses qui peuvent vraiment s'expliquer puis se mesurer, surtout. Donc, c'est sûr on peut toujours mettre une couche de spirituel ou de rose, de soleil, de licorne sur toutes ces approches-là, mais ça peut aussi être très, très terrain et très, OK, on part de où? On arrive à quoi? Comment on mesure les effets? Okay. Moi, je travaille beaucoup sur la performance. C'est vraiment mon cœur de cible, c'est la confiance en soi. Gestion des émotions, performance. Déjà, c'est intéressant, les deux mots là, que tu as mis spontanément, là, performance, confiance en soi. Là, je sais pas si ça... Ouais. Ça, mais pas la performance comme à tout coup, je veux absolument... c'est absolument être à mon meilleur tout le temps contre moi, parce que parfois, il y a des gens qui vont être performants, puis du coup, on dort plus, on mange mal. Non, c'est vraiment d'arriver à se connaître pour pouvoir réussir au mieux, puis rendre les gens heureux aussi autour. Fait que tout ça, ça dépend comment on l'habille. Moi, j'ai beaucoup les gens que j'accompagne, j'ai des athlètes de haut niveau, j'ai des entrepreneurs, j'ai des équipes, mais souvent des gens qui veulent que ça fonctionne mieux, plus vite. Ouais. Fait que pour moi, la PNL ou l'hypnose, c'est des raccourcis. C'est des raccourcis entre mon état présent puis mon état désiré. Arrêter de se dire « Hey, j'aimerais donc pouvoir prendre la parole en réunion. Hey, j'aimerais donc réussir à exprimer mes idées comme il faut. Hey, l'autre dans l'équipe, il prend trop de place, puis j'arrive pas à lui dire poliment. Fait qu'à la place, je me renferme, puis j'exprime de moins en moins mes opinions. Puis du coup, l'équipe, elle a plus le bénéfice de ce que je peux apporter. Ouais. Donc, avoir confiance en soi, c'est pas se mettre à gueuler, c'est justement arriver à dire « Moi, j'ai quelque chose à dire, puis je veux me faire entendre. » Et on a chacun des stratégies différentes pour ça. Fait que la PNL, c'est une manière de comprendre comment le cerveau encode les choses et les ressorts neuro-linguistiques pour créer des programmes qui marchent ou des programmes qui échouent. Et on a tous différents programmes qui marchent et différents programmes qui échouent. Et la question, c'est comment on active les pitons ou comment les autres activent nos pitons pour avoir un programme qui marche ou un programme qui échoue. Ça, c'est très pratico-pratique. Là. Dans la mesure où on est capable de le faire. Pour le Scrum Master qui essaie de coacher 3-4 de ses team members qui ont de la difficulté à prendre la parole en meeting, par exemple. Exactement. Ou le lead développeur qui devient Scrum Master, qui veut être en mode collaboratif, mais il y a des peurs profondes qui l'empêchent de le faire. Parce qu'il a fait l'immunité to change. Ça a fait les solides, fait qu'il va aller vers de la PNL. Puis là, il a pleuré un peu dans tout ça, puis là, il est rendu là. C'est sûr que quand on écoute Joseph Rossi, quand on voit son approche, il y a beaucoup de choses qui viennent de la PNL, qui nourrissent son approche. Tout est dans tout, hein? Tout est dans tout. C'est comme s'il y avait un plan. ça va être un hasard. Mais c'est comment dire, je me sens un peu comme sous 3 viseurs ce soir parce que il y a comme la vision PNL, la vision hypnose puis la vision agilité, fait que je me sens comme OK, je vais essayer de pas fâcher personne là, mais ça se peut que je dise la c'est fâche, vas-y. Fais-toi plaisir. Dans tout ça, c'est tout alentour de ta pratique à toi, fait que ça reste une réalité qui existe. Même si tu dis des choses qui pourraient froisser certains agilistes, certaines personnes plus dans l'hypnose ou dans la PNL, à la fin de la journée, ça existe. C'est ma vision, oui. Donc, fait que je pense que c'est une crainte qui est louable, mais en même temps, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec certains de tes points, inscrivez-les dans les commentaires, puis on va générer quelque chose. On va en parler. Si ça reste poli, let's go, puis même mieux que ça, vous viendrez, puis même si c'est pas poli, mettez des commentaires pareils. Ça me rend heureux. Moi, je veux quand même sauver l'intégrité mentale de Julie, là, mais j'ai confiance qu'avec notre reach, on va pas générer des millions de commentaires. Mais c'est intéressant, tu as mis ça dans un triptyque, comme si c'était trois choses complètement différentes, mais en même temps, on dirait dans ton quotidien, les 3 se rejoignent complètement. Les 3, tu veux dire... Plus agilité, quand tu parlais de performance, coaching d'équipe, etc., dans un but de mener l'agilité, entre guillemets, versus l'utilisation d'outils amenés par la PNL ou par l'hypnose. J'ai comme l'impression que c'est 3 coffres à outils que tu traînes sur toi constamment, puis ultimement, tu as un athlète, tu as un groupe, tu as un gestionnaire, tu veux juste le rendre plus performant. Juste. C'est un peu minimaliste. Ton désir, c'est de l'aider à devenir plus performant. Oui, tout à fait. Puis, dans l'historique des choses, l'agilité a été un accélérateur parce que, on en avait un petit peu parlé, Éric, mais ça a été
tough pour moi. Le passage de gestionnaire de projet qui avait avant été chef d'équipe dans une autre entreprise avant à devenir Scrum Master. Parce que tu étais une gestionnaire de justement, mettre les premiers pieds dans l'agilité, tu étais une PM, là, une gestionnaire de projet. Exactement. Puis, c'est ça. Et là, j'ai rencontré Eric. C'est là que tout a fucké. Là, vous avez un choix. Scrum Master ou PO. Et ça a été tough. Ça a vraiment été tough. Mon niveau de bonheur a pris un sacré coup dans l'aile à l'époque. Puis je suis contente parce que je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Non, je pense. Là, les parcours se seraient pas faits comme ça. Mais ça m'a amené vraiment face à l'importance d'être heureux dans son travail, d'arriver à bien communiquer les uns avec les autres, de voir comment chaque mot va complètement influencer pas juste une personne, mais après toute l'équipe. Puis comment il y a un langage d'équipe, puis comment il y a une bad mood d'équipe aussi, parce que les équipes ont des programmes, chacun a un programme, et après les équipes habituées à travailler ensemble inscrivent leur propre programme, fait que chacun nourrit la patente avec son humeur du jour et sa vision du monde, et la gestion des émotions. J'étais dans un contexte, quand j'étais dans le monde agile, très émotif. Je dis pas que c'est comme ça dans toutes les équipes, mais j'interviens aussi à l'occasion dans des entreprises en France, puis c'était un environnement pas mal plus émotif qu'ici. Bref, c'est le côté justement, comment on fait pour que l'émotion devienne un vecteur puissant de quelque chose de fort et non pas quelque chose qui met des bâtons dans les roues. Et ça amène du coup toute la notion de communication. Qu'est-ce que je ressens? Ce que je vous demandais tout à l'heure, puis comment je me sens par rapport à ce que je ressens. En PNL, on parle souvent des positions perceptuelles. Puis la position perceptuelle, c'est la notion de est-ce que je suis moi? Est-ce que je me vois dans le système? Est-ce que je me vois être en train de vivre les choses, de vivre la réunion, coudonc, je ferais cette proposition-là, il me semble, si on amenait ça, ce serait bon pour le client. Hein? Ou est-ce que je me vois être dans la réunion en train de me dire, là, c'est long, ou de me dire, j'interviens pas, ou lui, il a encore fait ça. Ou après, est-ce que je me regarder le système? En tout cas, bref, c'est la capacité à justement changer de position, puis ultimement se mettre dans les chaussures de l'autre aussi. Qu'est-ce qui vit ça? Puis c'est-tu utile de temps en temps de se mettre à la place du product owner ou pour le product owner, de se mettre dans les chaussures on a dit product owner ce soir, je m'attendais pas à dire product owner. Malade. Mais t'as ouvert, toi? J'ai des flashs de CNV, par exemple. De communication non violente? Oui, ça se peut. As-tu étudié ça aussi? J'explique souvent la base aux gens que j'accompagne parce que c'est une technique qui est très pratique et puissante. Là. C'est rendu mainstream aujourd'hui. Il y en a dans les écoles. Ça a passé à TVA. Non, c'est vraiment mainstream. J'ai envoyé un message. Mais même en me promenant dans l'école de ma blonde, il y en avait des pancartes sur les murs qui étaient là. Mais tu as ouvert une trop belle porte qui est peut-être passée inaperçue. J'ai pas le choix de sauter ça. Mais tu as dit, ça a été difficile, mon passage du PM vers l'agilité, il y avait de l'émotion, des trucs comme ça. Puis tu as aussi dit, PNL et hypnose, c'est un shortcut. Fait que si la Julie d'aujourd'hui rencontrait la Julie de ce moment-là, comment elle utiliserait tes techniques d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ferait? Probablement, c'est une super de belle question. Comme arrivé, je sais pas. C'est thérapeutique à ça. C'est pas du coaching, je suis juste vraiment intéressée. Merde. Je pense que si la première réponse qui me vient, Mathieu, c'est vraiment de m'aider à prendre ça moins au premier degré. Personnellement, moi, quand j'ai vécu ce processus-là, je me suis sentie, avant de comprendre vraiment la posture de Scrum Master, de coach ou d'accompagnant d'une équipe, je me suis sentie profondément dépossédée de tout ce que je savais, de ce que je pouvais faire. Je me suis sentie nulle à l'époque. Là. C'est comme... Non, pas cool. Après, j'ai découvert que j'avais d'autres trucs que je pouvais faire, plein, en fait, mais qui étaient tough, puis qui sous-entendaient que l'équipe était prête, qu'elle avait envie de jouer, puis que du coup, il y avait un gap à franchir avant que je puisse pleinement embrasser mes nouvelles responsabilités / mes nouvelles possibilités. Fait que tout ce process-là, ces montagnes russes-là, je les ai prises très à cœur. Donc, probablement que avec les outils que j'ai aujourd'hui, je verrais ça en P3 ou en P4. De dire, OK, sors un peu du système. Ta vie n'en dépend pas, puis il y a un processus d'apprentissage qui est hyper important, puis on apprend tous à chaque jour.
Fait que c'est probablement ça que je me dirais. Pas oublier que c'est un flot. Chill, C'est un ça va flot bien. qui coule, pas un arrêt à chaque jour. OK. Intéressant. Excuse-moi, je t'avais coupé sur une lancée là, de Non, pas du PO, tout. mais j'étais Non, trop... pas du tout. Pas du tout. Cool. Bon, ben, on rembarque. On C'est un rembarque. flow. Revenons à 2022. Ça date de 2012, je me souviens bien. Oui, à peu près, oui. C'est fou, hein? Le temps passé, passe. ouais. Ça fait C'est un 10 ans. cheminement de 10 ans quand même. Quand même. C'est fou. Puis, si on revient, ton désir, c'est d'aider les gens à rentrer dans la performance. Puis, tu sais, t'as positionné la performance sur quelque chose qui était un petit peu plus de balancé que juste focusé sur moi, je suis performant, whatever, au travail, etc. Mais concrètement, là, comment tu interviens pour aider quelqu'un ou une équipe à devenir plus performante? L'équipe est poche. L'équipe est poche. Ça Qu'est-ce qu'on existe-tu, fait? ça, une équipe poche? Vraiment poche? Commençons avec ça. Mettons, on va jouer pour le fun. L'équipe est dans ce système poche. Ça va, c'est-tu bien? Ah, c'est mieux. Au mieux, le gestionnaire t'appelle Julie, j'ai une équipe poche. Ouais. Ah, ok. Ça arrive jamais. Jamais. Viens m'aider. L'équipe là-bas, là. Mon Scrum Master, Ils il est sont poche. poches. Mon coach Agile, il est poche. Mais moi, je suis excellent. Je compte sur toi. Ah, puis même humble un peu, là, j'ai besoin d'aide. C'est pas pire, hein? Il est quand même un peu humble là-dedans. Il a besoin d'aide. Mais eux autres sont poches. Oui, c'est ça. Ou c'est moins pire que c'était. Ça va vraiment pas, mais c'est moins pire que c'était. Je pense que la première chose, en tout cas, moi, quand je vais rencontrer, quand je rentre dans une entreprise, quand j'arrive avec une équipe, c'est sûr qu'il y a une discussion préliminaire avec la personne qui me contacte pour que je lui explique à quel niveau on va travailler. On est vraiment au niveau du savoir-être. Puis il y a deux choses. Il y a la manière de nourrir l'équipe, puis après la manière de nourrir les individus à l'intérieur de l'équipe. Pour moi, c'est une découverte de soi. Puis c'est pas... je suis pas en train de parler d'un spiritual journey incroyable. Moi, je voulais un tipi C'est puis un truc de feu faire au une centre. sweat là. lodge, au milieu du Exactement. bureau. Non. damn. Mais c'est vraiment d'être conscient que je pense qu'il faut travailler aux deux niveaux. À la fois, c'est un voyage pour l'équipe d'apprendre à se connaître puis à créer son identité. Qu'est-ce qu'elle veut comme identité? À quoi elle veut ressembler? Justement, tu me demandais ma journée idéale, mais d'interroger l'équipe. OK, mettons que il y a une question de PNL qui est comme... Tu te couches ce soir avec ton problème, tu te réveilles demain, le problème est réglé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comment demain matin? Dire à l'équipe, vous êtes l'équipe de rêve. Il n'y a pas de limite. Vous êtes comment? D'amener l'équipe à se réinventer pour sortir du problème. Okay. Puis après, de travailler à ce que chacun se découvre puis connaisse ses forces, ses programmes et ceux qui veulent éviter de reproduire. Et c'est pas forcément c'est pas une thérapie au complet. Ça peut l'être. Ça peut dériver vers un coaching personnel qui va durer plus longtemps, mais c'est pas obligé d'être compliqué puis long. Mais souvent, on se connaît pas. Fait qu'on a des réactions en chaîne qui arrivent, qui se passent et on n'en a aucun contrôle. Et quelque part, les gens qui disent moi, c'est mes émotions, je peux pas les gérer. Oui. Toutes les réactions qu'on a, on peut interagir, on peut les modifier. C'est d'amener à donner du pouvoir aux gens à des endroits où ils pensent qu'ils en ont pas. Répète ta phrase, ça a l'air importante. C'est à cause du petit silence que j'ai mis juste après. Pas probablement, mais... C'est donner du pouvoir aux gens à des endroits où ils pensent qu'ils en ont pas. Okay. Donc, c'est comme ça. De toute façon, on n'écoute jamais. C'est ça qui est ça. Ah. Fait que c'est une généralisation. Les jamais, les toujours. Ouais. C'est le fun. Ça, c'est un grand outil de la PNL d'arriver à mettre le doigt là-dessus. Ça s'appelle les violations de langage. Grand terme. Là. Mais, qu'est-ce que je généralise? Qu'est-ce que j'oublie de dire? Qu'est-ce qui fait que ça biaise ma vision du monde et que j'arrive dans la réunion déjà en sachant... De toute façon, ils ne m'écouteront pas quand j'aurai quelque chose à dire. Ça ne servira à rien. Fait que... situation qui n'arrive jamais non plus. Hein. C'est complètement hypothétique dans un monde parallèle au nôtre. Puis toi, en tant que... On dit coach en PNL dans ce temps-là? Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Imaginons, je fais partie de l'équipe qui n'est pas performante, que le gestionnaire t'a embauché, puis c'est ça. De toute façon, Julie, là, je vais y aller au planning, là, puis peu importe ce que je dis, tout le monde s'entorche.
quel genre d'accompagnement tu vas me donner. Puis là, je suis pas obligé de transformer ça en thérapie. Là. C'est tout le temps moi le crash test dummy, visiblement, mais on peut là. Fait que comment tu m'accompagnes là-dedans? Ben, tu sais, il y a... souvent, c'est des questions qui vont aider à prendre de la perspective. Fait que la première question que je te poserais sûrement, c'est qui a dit ça? OK. Puis là, je dis, toute l'équipe. Là, on rentre dans ce genre de... C'est ça. Okay. Pour arriver à ce que la personne, à ce que toi, en l'occurrence, dans l'exemple, prenne conscience que c'est une vision à un moment T qui s'est peut-être cristallisée, puis qui s'est amplifiée, on a construit dessus. C'est sûr que c'est pas un jeu pyramidal où il suffit d'enlever la petite coche en dessous pour que tout s'écroule, puis c'est beau, c'est fini, on construit quelque chose de nouveau. Là. Souvent, l'édifice est plus solide que ça. Mais c'est d'amener les gens à prendre conscience comment une chose qu'ils font va colorer le système. J'aime beaucoup l'idée de la goutte de lait dans une tasse de café. T'sais, à partir du moment où cette goutte-là, elle est tombée là, le café n'aura plus jamais la même couleur. Donc, quand on commence à aider les gens à briser leurs croyances, à réaliser que c'est peut-être pas toujours comme ça, ils peuvent se donner la possibilité de se dire, tiens, et si je changeais d'attitude? Et c'est là que le travail au niveau de l'équipe aussi est important, parce que quelqu'un qui ose être vulnérable et qui commence à se dire ouais, finalement, c'est peut-être juste moi qui continue de penser parce que l'équipe a changé, parce que... mais si la personne ose, du coup, dire OK, je vais essayer de parler, puis que là, effectivement, l'équipe n'est pas prête à l'écouter... Donc, c'est équiper les gens pour arriver à être plus forts seuls et plus forts ensemble. Fait que c'est la double dynamique qui est intéressante. Des techniques, façons de faire. Comme coach agile, le coach formation, on a plein d'outils pour... des modèles. Faire sortir un peu l'introverti dans une équipe. Là, j'aime bien comme le chapeau noir, par exemple, là, le génie fou. Ton rôle, c'est de contredire tout le monde. C'est la personne la plus silencieuse. Fait que ça lui donne le droit de parler. Ouais. Et s'il ne parle pas, les gens sont déçus. Fait que ça crée un environnement qui, peut-être pas, ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est un outil parmi tant d'autres qui existent. Des outils propres à la PNL, ça pourrait... Fais sortir Mathieu sans la crème du café de Mathieu. On vient le Actor Studio c'est une masterclass. Oui, masterclass. Demain matin, Scrum Master, Coach Agile, qu'est-ce qu'il pourrait utiliser, inspirer ou directement de la PNL pour justement faire changer, ça m'énerve comme expression. Faire grandir. Non? Ouais. Pour que Mathieu ne se sente pas persécuté dans son équipe. C'était une grande ta question, là. Non, puis il y a du chemin pour lui, là. Fait que... c'est valorisant. Des gens qui se sentent persécutés dans une équipe, c'est tout le temps. C'est fréquent. Ouais, non, c'est fréquent. Il y a toujours une personne à l'équipe qui dit « On m'écoute jamais. Ouais. » On m'ignore toujours. C'est... Il y a le terme de carte du monde, de vision du monde revient vraiment souvent en PNL, dans le sens de dire, finalement, il y a autant de planètes qu'il y a d'individus. Fait que, oui, il y a peut-être des planètes qui se regroupent, mais en attendant, on vit tous des choses différentes. Fait que c'est l'idée de se dire, on parle beaucoup de, est-ce que je suis plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique dans le ressenti intérieur en PNL. Et c'est cette histoire de, finalement, 3 personnes qui vont arriver au même meeting, vont pouvoir vivre des choses complètement différentes. Absolument. Le visuel va dire « Hey, je suis rentrée dans la salle était belle, il y avait des belles lumières. » L'auditif va dire « Hey, c'était silencieux, personne parlait, c'était vraiment intimidant. » Puis le kinesthésique va dire « Hey, le chauffage était parfait, c'était beau, il y avait le soleil en même temps qui tapait là dans la fenêtre. Hey, c'était merveilleux. » Même réunion, puis 3 versions complètement différentes, 3 éléments complètement différents du premier 2 minutes. La réunion n'a pas commencé encore. Okay. Donc, souvent, une chose qui aide à ce que les gens apprennent à travailler ensemble, c'est d'ouvrir chacun la carte du monde de l'autre. Donc, d'arriver à se dire, comment moi je vois le monde? Fait qu'un outil qui permet à mettre tout le monde au même niveau, c'est d'arriver à dire, qui c'est qui est visuel, qui c'est qui est auditif, de faire un petit atelier, de dire, toi, c'est quoi ton sens principal? C'est un genre de check-in à la Core Protocols, là? Oui, un peu. Ouais, okay. Puis souvent, 90% des gens vont dire, hey, moi, je suis visuel. Je suis visuel.
on est dans une société du visuel, là, c'est garanti, là, médias sociaux, tout ce qu'on veut. Fait que, sauf que c'est possible. Des commentaires. Les, Pouce par en haut. c'est ça. Mais ça, Si j'ai vous êtes placé. visuel, là, laissez un pouce par en haut. En tout cas, si t'es pas visuel, Si vous êtes auditif, laissez un pouce par en haut. Fait que, les kinesthésiques, non? Je sais pas ce que ça veut dire encore. Fait que, c'est plus tough. j'ose là. pas. Dans le metaverse, peut-être, là, avec les Ah, t'as petits réussi gants à le machin. placer. Non. Ah oui, c'était le 4e sujet de la soirée, ça. Ouais. Ah, je suis pas sûr qu'on... En tout cas, ben, on verra. On verra si on se Donc, rend jusque-là. donc, les gens se sont dévoilés, essentiellement, dire « moi, je suis auditif ». Oui, ben, puis c'est après d'arriver à comprendre que, OK, écoute-toi parler. Est-ce que tu as plutôt une personnalité qui va dire Hey, j'ai entendu dire ça, ou Hey, puis se rappeler des phrases, puis le voir dans sa tête. T'écoutes ou tu des... regardes la télé, tu sais, des exactement. niaiseries comme ça. Là. Hey, les gens qui vont toujours dire Hey, t'as vu, hey, c'était de même, ou des choses qui vont être dans l'univers visuel, ou puis dire Hey, je l'ai senti de même. Ouais. Alors après, il y a les compliqués. Il m'a dit ça, puis je me suis sentie comme ça. C'est comme OK. Bon, on s'entend. On a tous des moments où on a un programme qui est déclenché, qui est celui du visuel, qui est celui de l'éditif. On n'est pas tout le temps, 100% du temps, le même programme. Mais on a une porte d'entrée de prédilection. Déjà, c'est clair qu'un auditif qui parle, un kinesthésique, c'est-à-dire quelqu'un qui ressent beaucoup les choses dans le corps, c'est compliqué. Un qui et un quoi? Qui est quoi? Tu vois, déjà à la base. Il y a un hamster qui est parti. Il a été éjecté de la roue. Ce que j'essaie de m'appeler notre relation en 2012. Donc, un visuel qui parle d'un kinesthésique. Ouais, c'est ça. Exactement. Je sais pas qui est quoi encore, là, j'ai pas la capacité d'analyser ça, mais cool. Mais c'est ça, on peut tout à fait absolument pas se comprendre. Parce qu'on va parler de choses totalement différentes. Et donc, dans une équipe, souvent, c'est une généralité qui a la valeur d'une généralité, mais les designers vont être beaucoup plus dans le visuel. Les développeurs peuvent être plus justement dans le kinesthésique et dans le ressenti physique que va leur procurer le travail, un code qui fonctionne, etc. Et moins être capable forcément de le verbaliser. Okay. Mais c'est deux personnes qui, déjà, par défaut, vont pas se comprendre. Donc, c'est pas tant qu'on lui donne pas la parole, c'est que pour l'autre, la parole est pas si importante que ça. Fait qu'en apprenant à connaître, OK, c'est quoi mon sens, c'est quoi mon monde, ben, on peut du coup s'ouvrir à l'autre et mieux comprendre qu'est-ce qu'il dit, quand est-ce qu'il parle. Fait que ça c'est une manière absolument non violente, hein, où on n'aborde pas les problèmes, juste de dire, hey, si on allait à la découverte de notre ADN personnel pour pouvoir après... OK, bon, dans l'équipe, on a un visuel, on a mettons, quelque chose de plus plausible, un auditif, 3 visuels, puis 2 kinesthésiques. T'sais. OK, bon, clairement, l'auditif, il n'y a pas de bol, là. Ça va être plus long pour lui. Moi, qu'il soit full extraverti, puis... Mais le fait de savoir, OK, Martin, lui, il a plus besoin d'entendre les choses. Martin. Ouais. Bon. Fatigant. Ben, ça va permettre aux gens d'adapter leur message. Et déjà, quand tu dis, hey, je vais adapter mon message à la manière dont lui va le comprendre, forcément, t'es plus dans le même état d'esprit. Fait que ça, c'est une manière, moi, c'est une petite technique assez douce de faire une entrée en matière, d'amener aux gens à dire, hey, je vous aucune agression, juste on va aller à la rencontre de soi et à la rencontre du nous. Ça se fait en 1 heure, ça peut être totalement un jeu. Chacun repart avec des trucs qui vont aussi lui être utiles chez lui. Hey, mon ado, il est réceptif à quoi? Bon, peut-être que c'est un ado, fait qu'il est réceptif à pas grand-chose, finalement. Ou à tout, mais il te le dira pas. Mais c'est autre chose. mais comment je peux expliquer, raconter une histoire à mon enfant s'il est plus jeune? Parce que est-ce qu'il y a besoin plutôt qu'on lui parle en termes d'image ou en termes de comment je me sens? Ma blonde, mon chum, comment je vais lui passer mes messages pour que ça marche mieux? Fait que c'est le genre de choses Puis je pense que les nouvelles générations particulièrement, ils aiment ces éléments-là. J'ouvre une autre porte, là, mais ils aiment ces choses qui vont, les milléniaux et après, là, dire, OK, j'apprends ça dans mon travail, mais je peux l'amener à la maison tout de suite, puis ça m'aide aussi dans d'autres niveaux de ma vie. C'est complètement ouvert. Okay. Fait que ça, c'est une manière d'amener la PNL de manière très pratique dans l'entreprise, puis ça va être utile là, immédiatement. Ça crée des portes, ça crée des ponts. On commence à savoir si... visuel, auditif, c'est pas des styles sociaux très complexes. Là, c'est très abstrait. C'est des grosses catégories. Oui. Mais cela dit, si moi je ne sais pas si je suis visuel ou auditif, moi j'ai même tendance à dire tout le monde est visuel. Pas que le 90, tout le monde est visuel. À certains moments de ta vie, tu es peut-être auditif, mais à 99%,
0,9% du temps, t'es... Ah oui. C'est C'est drôle, je me considère zéro visuel. Ah oui? Ah oui. Ben, puis peut-être j'ai tort, là, mais spontanément, là, T'as correct, notre problème? Ouais. Non, moi, je suis visuel et auditif. Ça veut dire quoi? On se complète ou on risque de se pogner à la gorge? Attends un peu, ça dépend. Alors, ben là, je continue à vous laisser interagir. Là, c'est parfait, là. Mais c'est super riche parce que, justement, chacun va amener une vision différente qui va servir un client différent à la fin. C'est aussi comme ça qu'on construit un produit qui va correspondre parce qu'on peut se poser la question aussi au niveau du client. Là. Nos clients, qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Est-ce qu'ils vont rechercher une expérience plutôt dans le visu, dans l'image ou plutôt dans le ressenti physique ou plutôt dans ce qu'ils vont entendre, la qualité du son? Bref, ça ouvre d'autres portes après de compréhension même du marché et puis du user. Mais les conflits potentiels ou les malentendus potentiels entre moi et Martin, j'ai tapé Martin. Rebaptisé. En 2022, t'es Martin. Parce que je suis visuel et Mathieu, bordel, et auditif. Prends ton temps. Quels sont les risques, les pitfalls potentiels qu'il pourrait y avoir? On devrait rester vigilant par rapport à quoi? Bien, ça va être que ce que ça peut... Écoute, il y a plein de choses que ça peut entraîner, mais ça va être l'impression que le message n'a pas été passé ou simplement il ne va pas être entendu. Okay. Ce qu'on sait au niveau cérébral, c'est que ça demande beaucoup plus d'efforts à un cerveau de s'adapter à un message qui est passé sur un canal qui n'est pas le canal prioritaire. Okay. Donc, dans le flot d'une journée, la fatigue, les urgences de livraison. En plus, il faut que... Ah oui, OK. Alors lui, il me dit, ouais, mais là, je me suis fait dire ça par le product owner. Puis là, il a demandé que tel élément change quand la personne, elle est complètement kinesthésique puis qu'elle a été agressée par le fait de se faire dire, le product owner a un autre besoin. Oh, je m'énerve, c'était toujours changer d'idée. Et là, il y a un programme qui est parti. Il n'entend plus, là. Okay. Fait que la personne va être partie en disant ah oui, il a demandé du bleu, mais la personne le développeur, mettons, ou le designer va avoir oublié que c'était bleu parce qu'il est, lui, il est plus dans son ressenti physique et il est dans sa frustration de dire encore un changement de dernière minute. Du coup, ça va faire quoi? Ça va faire c'est quoi déjà la couleur? Hein? Ah, là, je vais me lever, je vais aller le voir ou je vais l'écrire sur le chat. Puis là, l'auditif va dire mais là, j'y ai dit. S'il a dit, mais il fallait y écrire. Parce que, ou fallait fallait lui tapoter sur l'épaule avant de dire pour que, il soit ramené dans son corps et dans ce qui se passe. Fait que, c'est quand on connaît les gens, on va savoir, OK, lui, il vaut mieux que je lui dise parce que c'est important, lui, il vaut mieux que je lui écrive. Gain de temps super grand. Fait que c'est pas tant un problème, c'est chouette d'avoir des sens différents, des portes d'entrée différentes, mais de les connaître, ça rend l'équipe plus forte. Ramène le mot intentionnalité, c'est le moment. Non, là, je pensais à élasticité. Okay. Je pensais que tu allais dire... Dans les 4 styles sociaux, on parle souvent d'élasticité. Si je suis meneur et tu es analytique, mais je dois aller chez vous. Aller chez vous et toi, venir vers chez moi. Fait que perds pas mon temps. Donne-moi les options. Fait que, donc, le fait que le centre de son a changé, mais bon, moi, que je suis parano. Mettons un exemple réel. Okay? Un message qui devrait prendre environ 28 mots. OK? Mathieu l'écrit en 5, avec plein de fautes d'orthographe. Ça m'énerve. C'est Mathieu ou Martin? Les Mathieu. deux. Non, le vrai Mathieu. Le vrai Mathieu. Les deux. Le fait que ça m'énerve, ça veut dire... Ça voudrait dire quoi? Je te demande une analyse on the fly, rapido presto. C'est un contexte réel. Pourquoi ça m'énerve? Ouais, pourquoi ça m'énerve? Comment que je devais être conscient du fait que ça m'énerve? Et what's next? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, il y a plusieurs choses. Le fait que ça t'énerve, ça déclenche immédiatement une réaction physique chez toi. Oui. On le sent pas forcément. Plus ou moins intense. Le téléphone va voler plus ou moins loin. Non. C'est-à-dire que quand ça crée une émotion, ça touche toi dans ton programme. Hey, l'orthographe, j'aime ça. Ou alors c'est surtout que je sais que ça va prendre plus de temps au final pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Fait que ça te fait quoi le fait de te dire hey, ça va me prendre plus de temps? Ça me fait quoi? Bonne question. C'est drôle, ça devait être facile à répondre. Ou pas. Oui. Pas grave. Ouais. C'est ce que je pourrais passer mon temps sur des choses. On pourrait progresser plus rapidement vers l'objectif.
Donc, du coup, toi, tu vois la faute, tu vois les fautes d'orthographe, tu dis, hey, je perds du temps à essayer de comprendre le message, puis à me dire que c'est peut-être pas. Pendant ce temps-là, je pourrais faire autre chose. Non, au lieu d'avancer vers l'objectif qu'on veut atteindre, peu importe c'est quoi, je suis dans le décryptage d'un message écrit par un ado. C'est pas une blague. C'est une vraie histoire, là. mais on peut l'amener concrètement, tu sais. Je pense que là, tu te sens quoi? Attends, mais tu sais, si on continue... Tu vas parler de l'heure? Non, mais c'est ça, mettons, à quelle heure on se rencontre, puis là, je peux... Tiens, semaine prochaine, podcast avec Julie, à quelle heure t'es disponible? Puis là, je peux répondre... je pense que 18h, ça serait bien, mais là, il peut y avoir des fautes, puis il peut manquer des mots, puis des trucs comme ça. Puis là, l'exemple n'est peut-être pas parfait, mais ça peut arriver. Fait que là, ça va... mais l'autre exemple, c'est qu'on a des rencontres mensuelles. Puis il dit, je vais être là dans 10-15. Moi, j'ai vu 10h15. OK. Parce qu'il n'y a pas de tiret entre 10 et 15. Oui, exact. Fait que moi, je dis, OK, mais si tout le monde allait plus tard, mais je vais arriver moi aussi vers 10h15. Mais là, c'est dans... Toi, t'es arrivé à 10h finalement? Non, mais 10-15 minutes. Ouais. Dans 10-15 minutes. Je vais être en retard, je vais être là dans 10-15 ou à 10-15. À 10-15. À 10-15. Ouais. Ou il n'y a pas de hop en tout. Peut-être que pas. Mais pour moi, c'était très, très clair au moment où je l'ai Mais c'est ça l'affaire. Puis c'est là qu'on est un peu tous dans... J'amène un autre mot. C'est qu'on est un peu tous dans notre propre hypnose. On est tous dans notre monde et il peut hypnotiser dans notre monde. Toi, ça te semble évident. Toi, ça te semble pas évident pantoute, mais ça te finit par te sembler évident que ça va pas être évident. Répète ça, la dernière partie. Mais ça dépend. Des fois, dans une communication comme ça, tu peux réaliser que c'est pas évident, puis là, le verbaliser, puis là, je vais corriger, etc. Mais d'autres fois, non. Puis là, ça crée un problème. C'est ça, c'est là que ça va être compliqué. Ouais. Exact. Puis le truc, puis c'était visible dans ton non-verbal que là, j'ai la chance de voir en direct, là, c'est que, tu sens un petit bout, t'as l'air de te sentir un petit bout enlisé dans le comment faut que je comprenne ce message-là? Oh oui, solide. Là, je mets mon téléphone à l'envers. Non, c'est pas mieux. Exact. Puis là, il y a l'autre partie de toi en arrière qui est comme pendant ce temps-là, j'avance pas. Pendant ce temps-là, le produit avance pas, ma journée avance pas. Ouais. Bon, bref. Ouais. Et elle a le temps que je demande de clarifier. Ben, on n'a pas eu une conversation plus le fun efficace, ou plus constructive. Ouais. Fait et là, c'est là que chacun est dans son programme. Puis toi, ça va peut-être soit te faire rire, de faire comme, bon, encore une fois, j'ai communiqué trop vite. Ou je m'en rends même pas compte, ou toutes ces réponses. C'est ça. Et ta réaction va pouvoir amplifier celle d'Éric. Puis du coup, bon, bref. Je suis d'accord. Mais dans une équipe, quand ça va très vite, puis ça peut vraiment créer des conflits. Donc, le fait d'avoir nommé, de mieux se connaître, ce qui est intéressant après, puis c'est des choses qu'on fait dans l'agilité aussi, c'est d'arriver à se dire, OK, à prendre un engagement. Tu sais, OK, ben, je m'engage à être un peu plus à l'écoute de ta manière de fonctionner. Et puis, quand on connaît aussi la manière d'être de l'autre, on peut l'arrêter plus vite. C'est-à-dire sûrement que pour toi, c'est très clair, là, mais moi, dans mon monde d'auditif, là, ça ne marche pas. Là. Fait que peux-tu me le clarifier? Tu sais, dans l'exemple de dire... tiens, j'ai plus de cafetière. Exemple complètement fictif, OK? J'ai plus de cafetière. Tu sais, ma machine à café marche plus. Sa machine d'expresso marche plus. Ma machine est morte aujourd'hui. Ça faisait partie du chat pré-podcast. T'arrives-tu? Oui, non, peut-être. C'est un moment triste quand même. Ben, on peut prendre une minute de silence, si tu veux, pour ta cafetière. Mais elle va être réparée, hein. C'est pas létal. Peut-être. Peut-être? Peut-être. Okay. Longue histoire. On va vivre d'espoir pour ce soir. En fin de podcast, je vais partager. OK, c'est bon. après l'auto-hypnose, la cafetière. Ça s'en vient. Non, c'est Metaverse, ensuite la cafetière. OK. Excuse-moi. Non, pas trop. Bon, fait qu'il y a eu cette idée à un moment de dire, as-tu besoin que je te ramène une cafetière pour demain matin? Oui, OK, parfait. Fait qu'il y a eu ce petit échange-là. Et moi, je trouvais ça merveilleux d'observer ça. Et juste avant qu'on parte, une photo arrive de la cafetière. Moi, j'ai eu, en bonne kinesthésique, je n'ai pas compris pourquoi t'en veux une cafetière. Mais j'avais pas vu qu'il voulait une cafetière. J'avais pas vu la réponse si t'en voulais une ou pas. J'ai pas répondu. Mais comme il n'y avait pas... Veux-tu une cafetière? Non, je me fais un café. Last chance, man, tu veux-tu une cafetière? Puis il y avait même un point d'interrogation. Oui, c'était parfait. J'ai peut-être répondu. Je sais pas. J'avais voir. Non, t'as répondu, je vais bien. À veux-tu une cafetière, je vais bien. Ensuite, et plus tard dans la journée, arrive la photo de la cafetière. Moi, sur le coup, en bonne kinesthésie, j'ai fait pourquoi il a envie une cafetière? Et là, moi, je fais comme ah oui. Et après, j'ai vu le point d'interrogation et après, j'ai compris. Pour moi, c'était
crystal clear, là. C'était Sérieusement. très clair. Puis moi, j'ai fait, hey, c'est parfait. Et toi, tu l'as vu, puis tu as dit, oh, finalement, ça va être correct. On sait tous qu'il va y aura du café demain matin. On sait pas comment, mais on sait qu'il va y avoir du café. Non, je n'avais pas de café demain matin. Ah bon, en plus. Ça va être un thé demain matin. Tu vas t'en passer. Et ça, c'est un super exemple de communication, miscommunication. Et en même temps, c'est hyper efficace, quoi. Photo d'une cafetière, point d'interrogation. Quand on sait qu'il y a un problème de cafetière, bon, ça a l'air très, très fluide. Et finalement, on voit comment. Sur un truc aussi niaiseux qu'une histoire de machine expresso, ça prend des proportions énormes à l'intérieur d'un gros projet, avec des budgets, avec des échéanciers. Donc, le fait d'apprendre à en rire, c'est comme, OK, je suis tombée dans mon mode de communication qu'il n'y a que moi qui comprends. Ça permet de débloquer des choses. Fait que ça, c'est un tout petit bout de la programmation neurolinguistique, mais c'est vrai qu'elle se base beaucoup sur, pour revenir à la question de tantôt, elle se base beaucoup sur comment tu perçois le monde, comment tu interagis avec le monde, c'est quoi tes modalités, puis il y a les sous-modalités après en dessous de ça. Donc, est-ce que justement, les choses, est-ce que tu les vois de très proche pour un visuel, est-ce que tu les vois de plus loin, est-ce que quand tu penses au projet, comment tu le visualises, tu le ressens? Et quand on va à chercher ces éléments-là, on va chercher le cœur de la créativité des gens. Et donc, par exemple, utiliser ce genre d'outil-là dans un lancement de projet, quand on est en train de faire un kick-off, puis qu'on se permet de rêver, puis qu'on se fait... Un lift-off. Oh my God, OK, il y a eu une update en 10 ans, je comprends pas. C'est vrai que dans le temps, on appelait ça un sprint zéro, je pense. Hein? Oui, quelque chose de même. En tout cas, quand on lance un projet... Au début, un moment donné. Dès maintenant, c'est ça. C'est chouette de pouvoir se dire, OK, chacun va amener sa manière de rêver et de comprendre que chacun a la place de le faire, de le dire. Chacun va amener des choses différentes et des modalités différentes par rapport à ça. Fait que c'est une des choses, un des endroits où la PNL est vraiment sympathique à amener dans une équipe. Alors, peut-être que mon équipe sera moins poche à ce moment-là. En tout cas, elle va communiquer mieux. Oui. Puis tu sais, si on revient au départ, on parlait du Scrum Master là-dedans qui va peut-être faciliter cette activité-là, machin. Puis j'imagine, tu avais même fait un exemple avec on va préparer la salle pour que la personne qui est plus kinesthésique, la température soit cool, que le son soit cool. Ça peut être aussi niaiseux que mettre une petite musique d'ambiance pour partir ça parce que tu as toute une gang d'auditifs ou peu importe, puis que le visuel soit beau pour tes... moi, je vois des maudites musiques fatigantes. Tes peut-être. C'est archaïque, ça. Ouais, cassette. Tu voyais un toggle button, il y en avait un qui faisait... Un peu, c'est plus ça maintenant. Okay. Donc... Hey, mon password, il me reconnaît pas mon masque. Mais j'imagine que dans ton exemple, le Scrum Master qui est conscient de ça, c'était d'où là l'intentionnalité de tantôt. Qui essaie de le mettre en place, qui essaie de faire OK, oui, c'est vrai, ça va être un peu touchy comme meeting, on va le partir sur les bonnes bases, tout le monde va être un peu dans la bonne zone, ça va être correct. Toi, tu es en train de déraper un peu parce qu'on n'est pas assez visuel depuis 15 minutes. Oh merde, on va ramener quelque chose. Puis de lire sa salle. Cool. Oui, puis de connaître les traditions là, dans le PNL. Bon, il y a aussi le visuel, auditif, kinesthésique, VACOG, là, olfactif puis gustatif. Bon, olfactif... Tu t'as touché au bureau un peu, ouais, là, mais... Ça. La dernière... Surtout via Zoom. Oui, c'est ça. La dernière groupe que j'ai animé, c'était en octobre en France. À ma grande surprise, tout le monde est arrivé au meeting avec quelque chose à manger. C'est tout des croissants, mais... Non. Et là, il y avait des chocolats, il y avait des caramels, il y avait des chocolatines. C'était comme... Fait que chacun est arrivé, c'était 15. C'était un buffet horrible. Tout puis ils partageaient ou c'était chacun leur petit gugus? Oui, mais la réunion était régulièrement coupée par le « Peux-tu me passer? » là, mais tout le monde aimait ça. C'est leur culture à eux. C'était pas dans l'alimentaire, je précise. Mais clairement, ça, si c'est pas là... Ils vont pas se sentir bien. Bon, mais voilà, ça, c'est facile à voir. Là. C'est du beginner level de dire de quoi mon équipe a besoin, mais ça fait partie de leur culture à eux. L'idée, c'est de l'idée de la PNL ou l'idée de l'hypnose à un niveau plus individuel, puisque l'hypnose en entreprise, on n'est pas encore rendu là. L'hypnose d'équipe, ça se fait pas? Ça peut. Non, ça peut se faire. Mais je pense que l'hypnose, c'est l'idée d'être... on est tous sous hypnose.
Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas la phrase. Là, je me sens dans ma veste, là. En ce moment, vous pensez être complètement là, mais pas tout à fait. Vous pensez être dans votre état normal, mais non. Mon état normal, ces jours-ci, il est un peu dur à définir. Mais bon, autre sujet. C'est le manque de café. Peut-être. Il y avait une solution, ça existait. Il y avait un espace solution. Mais pour vrai, qu'est-ce que tu veux dire par on est tous constamment dans un état d'hypnose? Ben, tu sais, l'état d'hypnose, c'est un peu un état de fascination. C'est un peu un état où le cerveau va penser différemment, où il est fait quelque part, être super en amour, c'est une forme d'état d'hypnose. Okay. Être très en colère, c'est une forme d'état d'hypnose. Être super passionné puis parler de sa passion, on est complètement, tous nos sens et toute notre attention et notre faculté mentale est focalisée sur une chose. Ah, okay. C'est comme un filtre. Comme Tiger Woods. Dans la vidéo Comme Tiger Woods dans la vidéo que je vous ai envoyée sur la performance au golf. Que Mathieu n'a pas écouté. Non, j'ai pas écouté. Ouais, faut s'en parler d'ailleurs. Cool. Oui, Ouais. fait qu'il n'ait pas fait son travail. Ça, C'est une blague. ça, c'est vraiment une blague. Je connais très bien le contexte de Mathieu. C'est une blague. J'en voyais rien, fait que c'est vraiment vache. J'ai même pas mal pris. Il y a des images, hein, fait qu'il est auditif. Exact, ça marchait pas. Mais pour vrai, probablement que si j'avais eu à l'écouter, j'aurais fait play puis j'aurais fait autre chose, genre je prépare le souper puis... Je m'étais clairement auditif. Donc le simple fait d'être focus sur quelque chose, si mettons, je sais pas, je ne vous écoute plus, puis je déguste mon eau, parce que je pense juste à ça, je suis dans un état d'hypnose. Quelque part, oui. OK. C'est un micro-hypnose. Oui, exactement. OK. Puis l'état d'hypnose, il amène cette capacité d'avoir toute notre attention focalisée vers une réponse, vers une problématique, et tout le cerveau va fonctionner différemment à l'intérieur de l'état hypnotique. Okay. On va utiliser beaucoup plus l'ensemble de notre capacité cérébrale. Ça se mesure avec les appareils modernes très facilement, plutôt que d'avoir plus des parties très localisées de notre cerveau qui vont fonctionner. Okay. Et ça permet du coup d'aller chercher des nouvelles solutions vraiment plus intéressantes. C'est comme un état de rêverie, en fait. Où, en fait, où quand on conduit, on pense absolument pas, même pas à ce qu'on conduit, parce qu'on est sur une route automatique, puis d'un coup, hey, on a une idée, c'est l'idée, j'y ai pensé sous la douche, bon, c'est cette idée-là. Donc, on n'y pense pas du tout. Notre inconscient, lui, il roule sur une question et il va nous amener une solution. Quand on commence à se dire, comment je peux me créer cet état de créativité, là, quand j'en ai besoin, pour avoir accès à plus de réponses et avancer plus vite dans ma vie, mon entreprise, mes relations, bref. C'est là que ça devient un outil de performance. Parce que là, j'imagine le gestionnaire dans une institution financière, pour ne pas la nommer, qui a 23 dossiers à gérer, à jongler, 23 urgences. Elle n'est pas dans un état d'hypnose. Elle est éparpillée sur 23 choses différentes. Elle n'est pas focus sur une chose. Et en même temps, si elle est très stressée, puis elle ou il, ce gestionnaire-là, est très stressé, puis qu'il est tout le temps en train de rusher, tout le temps en train... C'est aussi une forme... Le stress permanent, là, c'est aussi une forme d'état hypnotique. OK, donc c'est juste on est toujours hypnotisé, finalement. Là. OK. Mais l'objectif d'une personne comme ça, un gestionnaire qui a 23 feux éteints continuellement, c'est de faire de l'auto-hypnose, par exemple, pour pouvoir être focus seulement sur la bouteille rouge pour la prochaine heure. Oui, j'invente des choses à mesure. Là, le prochain 5 minutes, l'idée, c'est d'arriver à aider à rompre une certaine logique mentale pour entrer dans une autre. OK. Donc, par exemple, le fait de s'arrêter, c'est ce que l'effet que va avoir la méditation, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, toutes ces choses qui font que le cerveau va ralentir. Et un cerveau qui ralentit pense mieux. Quand on regarde les encéphalogrammes du cerveau, dans un état d'éveil normal, les encéphalogrammes sont très rapprochés et puis montent et descendent très comme squeezés. Puis on voit que quand on entre en état de méditation ou d'hypnose ou d'auto-hypnose, ça s'arrondit, c'est plus vaste. La pensée aussi, du coup, devient plus vaste. Et là, du coup, on a de nouveaux mécanismes, des nouvelles idées, il y a des nouvelles connexions neuronales qui se font dans la tête, ça se voit. Et du coup, il y a comme des nouvelles autoroutes dans la tête qui sont créées. Et là, on peut se dire, hey, mais ça, il y a des choses qui deviennent possibles qui n'étaient pas avant.
Parce qu'il y a deux choses. Je peux pas me faire un meilleur geste que de connecter deux doigts, là, pour ceux qui écoutent, de faire comme, OK, là, tout d'un coup, il y a une route. Puis par là vont passer des informations qui, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 3-4 jours, vont amener une nouvelle idée, une nouvelle solution, là où on n'en voyait pas avant. Donc, ça sert pas à toute l'hypnose ou la PNL, mais ça permet d'entrer dans un nouvel espace de solution et de ralentir dans des moments où tout va trop vite. Puis peut-être que je fais des liens qui n'existent pas, mais je sais pas si tu connais TameFlow un peu. Non, vas-y, dis-moi. Non, mais là-dedans, il y a quand même... Non, mais c'est pas grave, c'est important. Tu sais, il décrit quand même l'état de flow, tu sais, un peu l'état de grâce dans lequel une équipe peut se trouver à un certain moment. Dans comment tu le racontais, pour moi, c'est un peu ça. On l'a tous... En tout cas, je vous souhaite de l'avoir tous déjà vécu au moins une fois. Tu sais, t'es dans une équipe et t'as l'impression que t'es dans symbiose. Là. Les POC se passent facilement, les dossiers se passent. Attends un peu, je vais faire ça. OK, tu fais ça. Puis on dirait qu'il n'y a pas besoin de chef d'orchestre, il n'y a pas besoin de personne qui ça fait juste se faire, puis de façon... C'est un peu un état de grâce là, qui dure généralement pas si longtemps, puis tu essaies de regarder, de le recréer. Vraiment quand tu es dans la zone, justement. Exactement. Ça peut être une équipe de sport, ça peut être une équipe de développeurs, ça peut être des gens créatifs, là, ça peut être n'importe quel type de job. Là, mais il me semble que je faisais le lien entre ce que tu décrivais puis c'est l'état de flow. À quelque part, absolument. Moi, ce que je veux savoir, moi, présentement, je participe au podcast, mais en même temps, je m'occupe de m'assurer que le son fonctionne, l'enregistrement fonctionne. Je pense au message que je dois répondre pour un nouveau client dans pas long. Je suis peut-être dans un état d'hypnose, mais pas dans un état d'hypnose de je suis entièrement avec toi. C'est de tester, voir s'il est kinesthésique ou visuel, c'est ça? C'était même pas voulu. Là. Je me suis juste dit, il y en a besoin. Il m'a touché, avec. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire là, par exemple, pour me mettre dans un état d'hypnose pour être au moment présent avec toi, là? Ben, plus on pratique des exercices d'auto-hypnose, plus on peut y rentrer rapidement. Mais une super bonne manière d'arrêter le flot de pensée, c'est juste de se dire, OK, le sol sous mes pieds. Se rappeler qu'on a un corps. Là. C'est, OK, je suis là, je reviens dans le présent. Mes fesses sur la chaise. La température de l'air sur ma peau. Qu'est-ce que je vois? C'est un outil que je donne souvent avec aux athlètes avec lesquels je travaille, c'est juste de s'arrêter puis de regarder au loin. Il se trouve que j'ai une image d'un pont devant moi, en arrière de vous deux. Là. Fait que je regarde un des sommets du pont qui doit être Jacques-Cartier. Oui. Puis tu fixes le point puis tu bouges plus tes yeux. Et en même temps que tu fais ça, tu portes attention à toutes les choses que tu vois sans déplacer le regard. Okay. Et ça ramène vraiment dans l'instant. Puis du coup, tu peux te dire, OK, qu'est-ce que j'entends si je me mets à écouter? Qu'est-ce que j'entends que j'entendais pas? Je regarde le point noir sur mon green screen en arrière. Okay. Puis de prendre conscience, c'est qu'est-ce que je vois dans mon champ visuel, à droite, à gauche. Puis si vous faites cet exercice-là, on peut prendre une petite seconde pour le faire. Là. Okay. Vous ouvrez les yeux, vous regardez un point vraiment fixement en face de vous. Puis vous vous dites, tiens, OK, qu'est-ce que je vois autour du point que je fixe sans déplacer mes yeux? Vraiment en restant hyper centré, hyper calme. Puis là, vous allez peut-être devenir conscient de votre respiration. Vous pouvez en profiter pour en prendre une ou deux grandes respirations tranquilles. Puis dire, tiens, si j'élargis mon champ de vision, toujours sans déplacer mes yeux, si je me mets à être hyper conscient de ce que je vois au plus loin à droite puis au plus loin à gauche. Et qu'en même temps, je reviens dans comment je la ressens, ma respiration, dans mon ventre. Ouais, puis remarque d'un coup, tiens, je respire un peu plus. Puis c'est quoi les moments de silence? Comment est-ce que je les entends? Les moments plus aigus, plus graves. Et puis, ça, c'est un moment pour... Tout d'un coup, les choses deviennent beaucoup plus calmes. Ça s'appelle une spirale sensorielle. C'est simplement passer d'un sens à l'autre, pas s'amener à un calme, prendre une respiration, puis se dire, OK, ben là, OK, je me plonge dans l'action maintenant. Mais je m'y plonge à partir d'un état centré et pas à partir d'un état complètement éparpillé. Puis plus on fait ça, plus on apprend à arriver à ça en 3-4 secondes. Évidemment, c'est une question de pratique, c'est comme tout. Mais ça devient hyper utile de faire comme, OK, ma gang intérieure, là, regroup, puis OK, jump dans l'action à nouveau. Mais de prendre le temps de laisser le corps revenir au centre avant de repartir. Je pense que je le sens. C'est ça. Good. J'ai vu un truc qui m'a vraiment marqué. Il y a quelques semaines, j'ai vu une conférence sur les gestes primitifs.
C'est-à-dire les premiers mouvements, en fait, quand un bébé... je ne travaille pas du tout avec les bébés, mais ça m'intéressait sur la notion de réflexe. Puis, dans cette conférence-là, ils ont passé une vidéo d'une antilope qui se fait attaquer par un guépard. Cette histoire finit bien, je vous préviens tout de suite. Le guépard la mange. Il y a eu un beau repas, c'est ça? Non, elle finit bien pour l'antilope. Fait que là, on voit l'antilope qui essaie de se débattre un peu face à cette situation qui, clairement, la dépasse. Là, le félin, pendant ce temps-là, clairement, il est vraiment content. Mais il commence à jouer avec sa proie, il l'a pas blessé encore. Et là, arrive une hyène. Moi, je savais pas que les guépards aimaient pas du tout les hyènes, mais maintenant, je le sais, vous aussi. Dans le Roi Lion, il n'y avait pas de guépard, sinon tu l'aurais su. Mais... Probablement. Doctor Strange, ça en prenait. Et du coup, le guépard voit la hyène et se dit « non, pas elle », puis s'en va. Ah oui. Ça arrive des fois aussi dans les équipes, ça. Il lâche son lunch. Il lâche son lunch, il s'en va parce qu'il a peur de l'autre bestiole, là, ou qu'il l'aime tellement pas. Il s'en va. Elle n'a pas faim, de toute façon, ça attaque pas c'est plus des charognards, apparemment, une hyène. Donc, elle s'en va, continue sa route. Là, il nous reste l'antilope, qui est couché à terre, qui bouge pas. Qui comprend pas ce qui s'est passé. Ben, pas vraiment. Puis elle, de toute façon, son cerveau est en mode « Anyway, you're gonna die ». Fait que... Oui, elle l'a accepté. Enjoy the ride for the rest of the show. Elle reste 15 minutes sans bouger à terre. Puis ce qu'on voit après, c'est qu'elle commence à shaker. Puis là, il voit une patte. Et puis une autre petite patte qui bouge. Puis là, elle se met debout. Puis c'est comme... T'as l'impression que la terre tremble tellement la bestiole tremble. Là. Puis ce qu'expliquait la conférencière, c'était de dire... Ce qu'elle est en train de faire, là, c'est qu'elle élimine le stress. Ah, OK. Et c'est l'adrénaline, finalement. Mais le fait qu'elle prenne le temps d'aller vraiment pas bien, de shaker, de le laisser sortir, ben, ça fait qu'après, elle va être capable de vraiment partir. Puis c'est derrière elle. C'est oublié. OK. Et là, elle part, effectivement. Bon, évidemment, on regarde ça pas en slow motion, là, ceci était très long, mais tout ceci a duré à peu près 2 minutes pour nous à regarder, mais on voit vraiment qu'elle prend le temps d'éliminer le stress avant de faire autre chose. Mm-hmm. Combien de fois on passe d'un meeting à l'autre? C'est encore pire avec le Zoom. Ouais. C'est comme, hey, on prend jamais le temps de... C'est ça, de l'hygiène de soi. Ouais. Je connais une leader assez inspirante, vraiment inspirante même, pourrais-je dire, qui fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que souvent, quand elle commence des réunions avec ses équipes, elle commence par une minute de méditation. Systématiquement. Ça, là, avec la gang? Avec la gang. Okay, tout le monde. Oui. Fait qu'au début, les gens trouvaient ça un peu étrange, mais maintenant, ils sont comme devenus addicts. Parce qu'ils savent qu'ils vont arriver à cette rencontre-là, puis pendant 1 à 2 minutes, il n'y a rien à faire d'autre qu'être présent. Et c'est merveilleux, juste d'être là. Ouais. Pas avoir... Hey, moi, ce que je veux dire, c'est plus important que machin. C'est... OK. Et c'est chouette. Et elle dit que elle a énormément de feedback. Elle a je pense qu'elle a quelques dizaines de personnes qui travaillent avec elle. Et les gens lui reviennent et disent hey, on se sent bien à la fin de nos meetings. Mm-hmm. Et on a pris le temps de... bref, c'est des petits outils comme ça qu'on peut amener dans notre quotidien et qui vont faire qu'on va gagner énormément de temps après. Mm-hmm. Parce qu'on n'arrive pas full émotion, full stress. On a pris le temps de respirer, de laisser aller, se rendre disponible. Ouais. Shaker la petite patte. Les 4 petites pattes. Shake-la. Oui, exactement. Fait que c'est ce genre d'éléments-là, je trouve, qui ont leur place dans une dynamique d'équipe où on va pouvoir être dans l'état de pensée, l'état neuronal optimal pour performer au mieux de ce moment-là. J'ai une question un peu chienne. Vas-y. Ouais. PNL, qu'est-ce qui a mal vieilli en PNL? Oh my God, je sais pas. Hein? Comme en agilité, il y en a des camions de choses qui ont mal vieilli. En PNL? Écoute, je sais pas. Je suis peut-être pas assez c'est pas une religion du tout, la PNL. Pour moi, là, c'est vraiment un outil. Comment t'allais continuer ta question, dis-moi? Oh, quelque chose que tu comme on parlait de Swish tantôt. Swish, c'est cool, mais non, regarde, ça, c'est pas un outil que moi je vais utiliser, ou une approche que je vais utiliser. Je préfère ceci. Ou qu'est-ce qui est moins cool en PNL? Ben, ouais, c'est ça. La réponse qui me vient va être hyper personnelle, là, parce que je prétends pas du tout. La PNL a vraiment évolué. C'est là que les commentaires vont arriver. C'est ça. Ça s'en vient, là. OK, je me lance. Il y a des générations de PNL. La PNL, au départ, elle a été issue de la modélisation.
Je vais répondre à ta question. De gens qui étaient des maîtres, des références dans leur domaine. Il y a eu Milton Erickson en hypnose, ça a été inspiré du domaine de la systémique, de la thérapie familiale, un ensemble de thérapeutes hors du commun qui ont été vraiment analysés pour dire qu'est-ce qui marche. Puis on va faire plus de ce qui marche. Puis c'est devenu la programmation neurolinguistique. Aujourd'hui, il y a Robert Dilts qui incarne les derniers mouvements de génération de PNL. Moi, je sais que j'avais déjà fait mon parcours d'hypnose dite ericksonienne quand j'ai fait mon parcours de PNL. Puis quelque chose qui a pas vieilli chez moi, parce que je me suis pas vraiment assez intéressée, c'est le concept de modélisation. Ouais. Puis donc, c'est vraiment de se dire, toi, là, tu as une compétence que j'aimerais avoir. Comment je fais pour me l'approprier? Fait que c'est une espèce de copier-coller de compétences. Il y a un processus en PNL qui est riche, mais qui est assez long, qui revient à aller interviewer des gens qui sont capables de faire un truc qu'on ne sait pas faire, selon des grilles assez complexes. C'est vraiment un process. Mais c'est très enrichissant de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de toi? Ça aussi, c'est riche dans une équipe de se dire, hey, qu'est-ce que toi, tu fais bien que tu pourrais apprendre à l'équipe? Puis comment l'équipe peut te questionner sur ta compétence. C'est une manière d'aider à se reconnaître mutuellement dans une équipe. On peut pas faire que ça, là, mais des petits moments comme ça. Ça fait de bien dans une communauté de pratique, mettons. Oui. On jase, là. Oui. Par exemple, en hypnose, il y a un processus de modélisation qui est très différent et qui amène vraiment à entrer dans les capacités du cerveau à apprendre par copie, comme le fait un enfant. On apprend tous, en fait, tout le temps en recopiant l'autre. Donc, en amenant un état hypnotique, qui n'est pas obligé d'être très profond, un état où la personne peut parler, elle peut bouger, elle va se rappeler de tout ce qui se passe. De dire, OK, visualise ton modèle en train de faire de quoi? Visualise cette personne-là en train de coder en étant concentrée, en étant vraiment full dans sa bulle, même s'il y a du bruit autour. Visualise telle personne en train de parler, etc. Puis d'amener la personne à justement voir de l'extérieur, qu'est-ce qui est bon, se mettre à sa place, ça aide le cerveau à s'imaginer avec une nouvelle habileté. Puis là, on arrive aussi sur toute la notion de visualisation qui est super intéressante en termes de performance. C'est pour ça que j'aime ça, OK? Toi, c'est le bout que t'aimes moins. Moi, c'est comme, intéressant. C'est le process plus long. C'est ça. Un modèle pour modéliser, intéressant. Oui, moi, j'adore le faire en hypnose. C'est le processus que je fais le plus souvent. Je trouve que c'est une super manière d'accélérer un apprentissage. Quand tu me dis qu'est-ce qui a mal vieilli en PNL, je te fais ma réponse à moi. La modélisation PNL a mal vieilli parce que perso, je trouve que la modélisation hypnotique est plus rapide et plus efficace. Et c'est le fun aussi de se dire qu'est-ce qu'en tant qu'équipe, on peut modéliser comme compétence qu'une autre équipe a peut-être que nous, on n'a pas. Sans accuser personne de ne pas être assez efficace, mais simplement en se disant, hey, si nous, on s'imagine être aussi bon que telle équipe de telle autre entreprise ou même telle autre équipe dans l'entreprise. Et là, tu commences à avoir des croisements qui sont intéressants et des prises de conscience. Pourquoi tu prends toujours la rouge, la balle rouge? Elle est plus proche. Ah, OK. La balle de baseball me tente beaucoup, mais je peux pas la squeezer. Ah, OK. Parle-moi de ta boule rouge. Ma boule rouge? Honnêtement, j'aime bien prendre le petit truc ici. La couleur m'importe peu, honnêtement. OK. Donc... pas d'accord, je pense. C'est le moment où tu choisis de prendre la balle qui m'intéresse. Faudrait l'analyser. J'ai pas de réponse sur celui-là. Tu peux me travailler au corps, mais ce bout-là de réponse, je l'ai pas. C'est le moment d'une parenthèse. Ton interprétation du fait qu'il y a plus une boule à ce moment-ci dans la conversation? C'est des petites choses qui montrent qu'à ce moment-là, souvent, c'est parce qu'on est interpellé par quelque chose. C'est une manière de rentrer un peu à l'intérieur de nous, de dire comme, ah oui, ça m'amène. Puis le cerveau pense, du coup, on occupe les mains. Et c'était quoi ta dernière phrase, juste pour le fun? Je me rappelle plus, là, excuse-moi. Écoute, moi non plus. Ça, c'est vraiment... Attends un peu, on va reculer. J'ai d'autres qualités qu'à me rappeler de ce que j'ai dit. C'est souvent un problème en formation. Tu peux le répéter. T'étais dans la modélisation hypnotique versus la modélisation PNL. Apprendre des autres équipes. Ah oui, j'ai accroché. Je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire avec ça. Oui, d'accord. Ça, c'est le genre de truc très marrant qu'on peut apprendre sur soi. Parce qu'on réalise tout d'un coup, on le fait, puis hey, OK, là, je suis en train de vivre quelque chose que je vais pouvoir pousser plus loin, ou on fait pas, on gagne pas sa vie avec ça dans une équipe, mais c'est des petites manières amusantes de se dire, ah, il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de ma créativité, de mon intérêt,
Puis juste parenthèse dans la parenthèse, hormis les fautes d'orthographe et communication par écrit moyennement efficaces, on me reproche souvent de gosser. Et c'est littéralement le mot qui arrive avec des crayons, avec des gugus ou n'importe quoi, ou mon pied en dessous, ou ma barbe. Bref, c'est toujours quelque chose. La barbe, oui. Ouais. Ben, sur n'importe quoi, là. On peut, voilà. Mais probablement que je peux le raccrocher à plein de moments où il y a un hook quelconque. À voir. Ouais. Je sais pas. Et je te repasse la POC. Oui, c'est parfait. mais c'est super intéressant, justement, de se dire, tiens, OK, là, il est en train de se passer quelque chose à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je prends une note? Comment je vais générer plus de moments comme ça? Et à l'inverse, peut-être que quand tu te sens peut-être désintéressé ou que ton esprit va ailleurs, si tu fais le geste, ça va te ramener un intérêt. Parce que le cerveau fonctionne des deux manières. Et ça aussi, c'est intéressant. Et la PNL, comme l'hypnose, ont des portes d'entrée différentes sur ces notions de programmation-là. Par exemple, on sait aujourd'hui, d'un point de vue de neurosciences, que c'est pas parce qu'on est heureux qu'on sourit, c'est parce qu'on sourit qu'on va ressentir de la joie. Donc, quelque part, de manière mécanique, en se forçant à sourire, on va s'aider à être plus heureux. Ça marche aussi en prenant un stylo comme ça puis en le mettant. Mais du temps de la COVID, c'est pas super winner là, mais d'où les thérapies par le rire et toute cette mouvance-là. Ça va. Laughing yoga. Ça génère plein de choses au niveau hormonal, neuronal, etc., neurotransmetteurs. Mais de comprendre que finalement, si à chaque fois qu'on ressent une émotion, par exemple dans le travail de performance, on se sent bon, on sent qu'on a été écouté, ben on fait un geste, on fait un mouvement. Ça peut être de serrer la main, ça peut être de connecter deux doigts, ça peut être de prendre une respiration, de penser à une image, de prendre une balle rouge comme tu viens de faire. Ben quelque part, le cerveau va commencer à ancrer. OK, telle sensation, tel mouvement. Telle sensation, tel mouvement. Et après, ça devient, si je fais ce mouvement-là, je vais avoir la sensation. Je vais me concentrer. Fait qu'on sait, là, j'ai du mal à me concentrer, je suis fatiguée, puis là, il y a l'épicerie, puis il y a chez moi, puis... fait que, OK, je vais faire ce mouvement qui, je le sais, me concentre. Ben, ça va aider la personne à être plus efficace. Même si la journée était longue, même si elle a des soucis. C'est souvent, avec les athlètes, on fait énormément ça. OK. Puis s'il y a des gens qui aiment ça être efficace, là, c'est les athlètes. C'est quelque chose qui est rentable, qui va fonctionner rapidement. Donc, quand je travaille avec des athlètes, souvent, on va ancrer tout un tas d'états. Okay. La force, le courage, la performance, l'endurance à la douleur. De faire du sport de haut niveau, ça fait mal plus souvent qu'autrement. Fait que, du coup, souvent, quand on voit des athlètes qui se préparent, on va aller voir se taper éventuellement certains endroits du corps ou faire des mouvements. Oui, il y a des choses qui sont du réchauffement musculaire, mais aussi que peut-être que là, ils ont une encre de... Quand je me tape là, ça m'active des souvenirs de courage, ça active des moments où... J'avais appris le mouvement sur la joue là, pour résoudre l'anxiété. Oui, ça c'est il y a du tapping aussi, il y a un air en arrière. Exactement, Et là, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, tiens, je peux moi-même m'auto-programmer presque comme une télécommande, puis dire, et là, j'ai besoin de ça. J'ai besoin, en arrivant dans cette réunion-là, d'avoir tel et tel état, d'y arriver avec tel et tel état. Il y a des réunions où il faut arriver créatif, il y en a d'autres où il faut y arriver beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus à l'écoute. Hey, c'est pas les mêmes compétences que ça demande. Mais par contre, on s'attend à ce que tous les gens dans notre équipe soient capables de switcher et puis de l'avoir. Et puis, mais non! Être capable de se préparer à la performance, c'est ce qui va faire aussi une équipe qui va avancer plus vite, avancer mieux. Donc, plus loin et plus vite. Donc, moi, c'est pour ça qu'on va venir me chercher et c'est ça que j'ai apporté, de dire, OK, comment on fait pour prendre tous les raccourcis possibles vers plus de bonheur, plus performance? Et ça, c'est à la portée de tous. Il n'y a pas forcément besoin de il y a des livres qui l'expliquent très bien. Et de la même manière, on peut désancrer des situations désagréables. Désancrer? Oui, c'est-à-dire que si on peut créer... Parce qu'on apprend des choses, on apprend des moments de performance, on apprend des moments de frustration. Ouais. Mettons, dans une réunion, je vais dire un autre prénom, je ne vise personne. C'est pas Martin, là, mettons, c'est Suzanne. Bon, je te donne un break. Puis, à un moment, dans une réunion... Appelle-moi pas Suzanne. Il y a eu un conflit avec Suzanne. Oui. Travailler à la compta, c'est compliqué. Bon, bref, on s'entend pas bien avec elle. Elle a une vision, avec personne, on la comprend pas. Bon, bref. Fait que finalement, Suzanne, elle a retiré un budget, puis ça a été problématique. Mais du coup, à chaque fois que cette personne-là va voir Suzanne, elle va dire Puis là, ça va foutre un petit peu en l'air son mood. Puis du coup, quand il y a une réunion avec Suzanne, là, la personne va arriver comme de toute façon, là, comme fermée. C'est comme moi, je veux rien savoir. Ben,
Puis même, ça va s'étendre. Neuronalement, si on voit quelqu'un qui ressemble à Suzanne, on va ressentir la même maudite affaire. La personne J'espère qu'elle n'a pas de jumelles, Suzanne. Non, c'est ça, faudrait pas. Ouais. Mais ça, on peut se déshabituer à ça. Quand on sait comment, on peut désactiver cet apprentissage-là. Si on était capable d'apprendre à se braquer, on est capable d'apprendre à se débraquer. Arriver à se dire, hey, ce que je ressens n'est pas une fatalité, c'est une information. La déprogrammation neurolinguistique. C'est ça. Un nouveau mouvement. Moi, cette phrase-là, elle a vraiment changé ma vie. Répète-la parce que... L'émotion est une information. Oui. Donc, quand je me sens d'une certaine manière, c'est vraiment simplement une partie de moi qui vient me dire une chose et je peux faire de quoi après. J'ai un choix. Ça va peut-être me prendre des outils, mais je peux vouloir plus de ça ou vouloir moins de ça et mettre en place des mécanismes qui vont m'aider à aller, à avoir un choix. Ouais. Là où avant, je me sentais face à une fatalité. Mais c'est vrai que naturellement, on prend ça pour une fatalité, là, une émotion. Là, je suis dans cet état-là, puis c'est le temps qui va faire en sorte que je vais passer par-dessus. C'est essentiellement ça qu'on croit. Là, puis fait que laisse-moi le temps. Puis là, on espère que ça va disparaître. C'est-tu 5 minutes, 15 minutes ou 2 semaines? On le sait pas. Et quand on est dans une communauté de gens qui font beaucoup d'hypnose ou beaucoup de PNL, c'est très particulier parce qu'en fait, on voit les gens, on les revoit une semaine après, c'est comme « Comment ça va? Oh, je suis complètement ailleurs. » OK. Mais même nous, on est déstabilisés. Comme, ah oui, t'as avancé si vite. Bah oui. Parce que c'est pas obligé de rester avec ça. Bon, après, on a que ça à faire, on va dire. C'est notre métier. Mais puis, on n'y arrive pas forcément toujours tout seul non plus. Mais c'est de comprendre à quel point on peut mettre de la flexibilité dans le système avec ces outils-là, là où souvent, on en a une vision rigide, a priori. Oui, c'est des choses que je vis beaucoup plus aujourd'hui parce que là, ces jours-ci, je ne coach pas. Quand je suis en mode coach, on dirait que je suis moins dans l'émotion. Voire même pas. Peu. Distance professionnelle par rapport à ce qui se passe. Puis plus les choses deviennent tendues ou émotives dans l'équipe, moi, je suis comme nice. Un beau terrain de jeu pour un coach, fantastique. Et on se lance là-dedans. Ces jours-ci, je suis plus dans l'action. Je travaille beaucoup avec ma fille ces jours-ci sur un autre projet. Et l'émotion, c'est continuellement, c'est fou. Il y a le facteur c'est ma fille, le facteur, le manque de confiance, nouveauté, et tout, tralala. Fait que j'apprécie beaucoup tout ce que tu partages. Ça nous permet de mettre les choses en perspective et puis pratiquer certaines choses. Oui. Pour moi, c'est surtout de voir Pour moi, l'émotion, c'est un jalon dans notre Google Map à nous. En PNL, il y a des postulats. Je vous en avais envoyé une petite liste comme entrée en matière. Puis un de ces postulats-là, de ces mises de départ-là, vous connaissez sûrement, c'est la carte et pas le territoire. C'est-à-dire, finalement, ma vision du monde n'est pas le monde. Donc, d'être capable de s'ouvrir au fait, c'est comme, hey, il est comment ton monde à toi? Ça nous aide à le voir autrement et à sortir de ce qu'on connaît pour pouvoir agrandir notre carte. Et l'idée, c'est pas de changer de carte, c'est de pouvoir se dire, il y a plus grand, il y a d'autres choses. C'est dur ces jours-ci, hein? Oh my God! C'est très dur, ce temps-ci. Avec les camionneurs versus les non-camionneurs et les ci, les ça. C'est très dur, vraiment. Je suis incapable de voir la carte des camionneurs. C'est difficile pour moi. Des extrémistes, juste si on fait une mini parenthèse là-dessus, des gens très, très, très à l'extrême, peut-être pas, mais il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, il y a 33% des Québécois, je pense, qui sont plus entre un peu d'accord et très d'accord avec ce point-là. On dirait que les gens peut-être un peu plus modérés. Je peux comprendre que tu es tanné, que tu n'as pas pu voir ta mère, que tu as des contraintes. OK. C'est plus facile, mais c'est quand tu vas dans les extrêmes que là. Oui, t'es trop loin de moi, là. Je suis pas capable, j'ai rien en commun. Comprendre la carte d'un white supremacist, ça vaut-tu même la peine? Je sais pas. Quelque part, si tu veux pouvoir travailler avec lui, l'aider, t'as pas le choix. Mais si on veut travailler avec lui, je sais pas. Mais ce qui se passe souvent, c'est que quand on s'ouvre à l'autre, on permet, ça devient des choses philosophiques, mais on permet à l'autre de s'ouvrir. Donc, en s'autorisant peut-être à comprendre qu'est-ce qui fait que toi, tu as ces convictions-là.
on va peut-être réussir à mettre à jour des histoires qui sont arrivées puis qui vont faire que la personne se braque. Fait que là, ça va aussi être de la PNL de dire qu'est-ce qui fait ton histoire? Pas dans l'idée de faire une thérapie au bureau, mais c'est certain que quelqu'un qui a... Je prendrais peut-être pas l'exemple des white supremacists, mais... Au bureau, c'est plus rare. Intense, mais... Non, mais mettons, tu as un anti-vax au bureau. OK, cool. Ouais. Pourquoi ça vient d'où? C'est ça, Tu veux exactement. le vivre pour vrai. Là. Il y a peut-être une histoire de quelqu'un d'important qui a eu des gros effets secondaires, mais sur un vaccin, pas rapport, il y a 10 ans de ça. Et du coup, la personne, elle est loadée à fond. Oui, c'est ça. Elle est sur la retenue, elle n'a pas envie de se faire vacciner. Mais quand on arrive à avoir un échange avec la personne, là, on peut ouvrir notre monde au sien. Ça ne veut pas dire qu'on l'adopte. Et c'est un autre élément vraiment important de l'hypnose et de la PNL, c'est comment on va utiliser nos souvenirs et ce qui nous est arrivé pour avancer. Donc, on va souvent dans des pratiques de coaching PNL, en groupe, en hypnose en individuel, amener les gens à dire rappelle-toi d'un moment où tu as vraiment performé, un moment où tu as vraiment été bon. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Bon, ouais, c'est ces dynamiques-là. Pour amener la personne, ce qui se fait vraiment bien avec l'hypnose, à se replonger dans le moment, dans le souvenir, et à avoir les mêmes feelings. Et ça, dans le cerveau, ça va activer les mêmes zones qu'à ce moment-là. Et rendant finalement la capacité à recréer ça de plus en plus proche, facile. Un truc cool sur le cerveau, des fois, j'ai des petites infos de neurosciences que je trouve vraiment le fun. Celle-là, je l'ai faite comme... Ça part de là. C'est cool, oui, vraiment. On se rappelle pas d'un souvenir tel qu'il est arrivé. On l'idéalise un peu, on le twist. Non? Oui, et plus que ça, on se rappelle de la dernière fois auquel on y a pensé. On se rappelle du dernier appel. Ah, mon dos. Ouais. OK. Et ça, il n'y a pas besoin de transe, à part celle dans laquelle on est tous un peu à l'intérieur de nos convictions, à l'intérieur de notre monde. Chaque fois, ça se modifie quelque peu. Oui, là. Exactement. On se rappelle de la photo de la fois où on était à la ronde. Presque, oui. Ce sont des rappels erronés. Oui, mais c'est ce qui fait que dans une équipe, il va pouvoir y avoir des espèces de légendes urbaines à l'intérieur de l'équipe d'un truc qui s'est peut-être même pas passé comme ça, mais qu'on finit par raconter et revivre. Et là, ça monte en mayonnaise qui tourne. Là, t'as rangé la balle à ce moment-là. J'aurais besoin de ma main. Je m'attendais à ce que Eric y aille sur le storytelling, parce que ça sort... ça sort d'habitude. On va voir laquelle il va prendre. Non, mais tu sais, quand il y a des expériences qui sont vécues par une équipe, c'est souvent le fun de créer une histoire à travers ça, puis de pouvoir l'ancrer, puis de pouvoir la réutiliser, puis que ça devienne comme du bien commun. Là. Tout le monde réutilise. Tu sais, la fois où on avait fait tel feature, puis qu'il y a je sais pas quoi qui s'est passé. Puis là, des fois, il y a même des nouveaux qui arrivent qui n'étaient pas là au moment où cette patente-là s'est passée. Mais ils connaissent l'histoire de la fameuse feature truc, qui était une bonne ou une mauvaise patente, mais c'est pas grave, ça devient un point commun pour l'équipe qu'on partage. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour revivre ou maximiser les chances que ça se repasse? Ou... J'étais sûr que tu t'en allais là. Pas à tout. OK. Aïe, aïe. Vous êtes mignon, tu t'en allais où, Eric? Nulle part. Écoutez-moi. J'ai une question, mais c'est pour plus tard. OK. mais tu sais, je pense qu'on le ramène à un truc pratico-pratique de Scrum Master. Ben, c'est utile là, de le matérialiser ça. Puis si tu sais que tu as toute une gang de visuels, mais mêlés sur une grosse affiche à quelque part. Désolé mon langage. J'ai dit esti. Ça je l'échappé un. Oups. Tu l'as dit 2 fois maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Donc, bref, rends-les très visuels ou si c'est très auditif, une grosse gang d'auditifs, répète-les souvent puis ramène-les. Puis, ça existe puis c'est facile à faire. Oui, ça c'est prend 3 secondes et quart. Et ça va changer beaucoup de choses. Et de la même manière, ça va comprendre que quand il y a eu un clash dans une équipe, retravailler le souvenir, ça va être important pour pas que ça devienne un truc qui fait qu'à chaque fois qu'on aborde ce maudit aspect, cette feature-là en particulier, tout le monde va être de mauvaise humeur. À chaque fois qu'on parle avec le stakeholder X. C'est ça. Quand on travaille pour le client Y, tout le temps. Ça arrive dans les équipes. Chaque fois qu'on aborde cet aspect-là, c'est notre réunion sur les statistiques. Bref, c'est un exemple. Okay. Je vise pas ni Suzanne, ni la personne qui s'occupe des stats, mais... Juste Martin. Juste Martin. Lui, on n'a pas dit ce qu'il faisait, fait qu'on est correct. Mais... Scrum Master. Oups. Pourquoi il veut des balles pour jongler avec ça?
Fait que, ouais, du coup, c'est là que ça devient cool de comprendre, OK, si je transforme pas cette expérience-là maintenant, elle va se cristalliser dans quelque chose qui va éternellement, même après des nouveaux qui n'ont pas été là, amener ce même mécanisme et ils vont hériter de la frustration des autres, alors que c'était même pas la leur. Oui, il y a une belle histoire avec des singes. Ou le monde qui se lève quand ça fait bip. Finalement, il n'y a plus personne qui est des acteurs qui savent pourquoi, mais le monde continue à se lever parce que ça fait bip puis ils l'ont vu. Couper des bouts de jambon. Ouais. C'est un classique de plein de motivateurs. Des rôtis, tout. Un Scrum Master qui voudrait faire ça avec l'équipe, il part de où? Il fait quoi? Il lit quoi? Qui voudrait... Oui, par exemple, mais il n'y a pas besoin, ça se documente très bien. Alors déjà, qui faire quoi? Donc, ça peut être vouloir déjà de dire, OK, est-ce que le but, c'est d'ancrer plus fort un souvenir chouette? C'est ça. Ou de désactiver, finalement, de modifier un moment où ça s'est mal passé. Le souvenir chouette, ça peut être déjà d'en reparler, puis de voir après, OK, hey, c'était cool la dernière fois, de quoi vous vous rappelez? OK. Puis... Les moments forts du sprint lors d'une rétrospective, par exemple. Oui, par exemple. C'était quoi? Ce moment-là, c'était vraiment cool. J'aimerais ça qu'on en reparle. Si on devait le recréer maintenant, là, genre, on a une pièce de théâtre, qu'est-ce que vous amèneriez? Là, c'est cool parce que chacun amène sa vision du monde, sa carte, son sens de prédilection. Puis, ça peut être d'en faire un dessin qu'on va réutiliser, ça peut être de trouver une toune qu'on va remettre, puis hey, ça met le mood de ce moment-là qui était vraiment hot. Mais c'est... Et par la répétition... C'est une image somatique dans ça. Je sais pas, mais c'est passé quelque chose à Il a fait un plou. Mais c'est ça, donc ça peut être une manière de faire. Ça peut être intéressant aussi dans un aspect de rétro de dire, hey, c'est quoi les ressources, c'est quoi les qualités, les compétences que vous avez eues à ce moment-là pour que ce soit possible. Puis là, tu amènes les gens à dire, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Il y avait peut-être de l'ouverture, il y avait peut-être de la bienveillance, ou il y avait peut-être justement une analyse peut-être un peu piquante, mais qui a permis d'aller plus loin, puis de créer ce moment cool, pour que chacun s'autorise à amener son épice dans la recette, qui a permis de créer le moment de magie. Et du coup, l'idée, c'est pas que tout le monde soit pareil, mais c'est que chacun ait sa différence qui crée la performance ensemble. Donc, de pas être tout le copier-coller du voisin, mais vraiment d'arriver à briller soi tel qu'on est. Puis, je pousse au début du projet plus qu'à la fin, mais il y a un exercice de PNL que moi, j'aime beaucoup faire avec un projet qui part vraiment de zéro, du début. Ça s'appelle le protocole de Walt Disney, l'intervention de Walt Disney. La légende dit que... Il finit congelé. Il finit congelé. Franchement. J'ai tout cassé. Ça, c'est un mythe. Là. Ça, c'est une histoire. Puis... La légende, pas la même, la légende dit que Mickey Mouse a été créé au travers d'un processus comme celui-là, donc un travail d'équipe et non pas le travail d'un seul homme, qui a vraiment amené à dire, OK, on va créer un symbole qui va parler à tous, qui va faire du sens pour tout le monde, qui va être ingénieux, qui va être attachant et en même temps pas dangereux. Bon, bref, fait que pas dangereux dans le sens un tigre, c'est impressionnant. Puis ils sont arrivés à Mickey Mouse. Donc, ça s'appelle le protocole de Walt Disney. Puis c'est l'idée d'aller amener les gens à être dans 3 dimensions complètement différentes. Une dimension où on est complètement créatif. Okay. Puis on s'autorise à dire, OK, all right, là, on fait juste créer. Shootez tous vos idées les plus folles autour de tel besoin que le PO a exprimé. Puis on veut. Oui, c'est ça. Mais vraiment, aucune limite. Puis c'est cool de le faire dans un espace qui a été dédié à ça. Tu sais, genre ici, ce serait cool. Là. Il y a les papiers jaunes, papier rouge, il y a des couleurs, il y a des balles, etc. Cool, pouvoir écrire. Pas de scotch aujourd'hui, mais bon, correct. On est très sages. Hein? Je me demandais quand il arrivait, le scotch, là, on est tous à l'eau pour le moment. Puis une bonne manière de commencer ça, c'est d'amener les gens à dire « Hey, on va chacun individuellement là, prendre 1 minute pour repenser à un moment où vous avez été hyper créatif. » Parce que de repenser à un souvenir créatif, ça éveille les mêmes capacités créatives. Ça te donne une idée. Pas cette fois-ci. C'est la bleue, t'as vu? C'est pas bon signe. Hyper créatif, et ça va créer la même chose dans le cerveau. Donc, ça va amener les gens à se minder créatif. Même ceux qui sont peut-être un peu moins dans la créa au départ. Okay.
Puis après, c'est de dire, OK, on crée une transition. Le plus hot, là, c'est d'être capable d'avoir 3 salles pour faire ça. Tu peux créer 3 environnements, 3 musiques différentes, 3 jujubes différentes d'une pièce à l'autre, bref. 3 thèmes, là. Ouais, et tu rentres dans la deuxième pièce, puis là, c'est la pièce du réaliste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça marche? Donc là, c'est là qu'on fait des listes. Là, on rêve plus, là. Si on veut rêver, on retourne de l'autre bord, dans l'autre pièce. Et alors là, pareil, on se remet dans un moment où on a été vraiment capable de faire des choses de manière hyper structurée, etc. Puis là, chacun pense autour d'une notion de réaliste. Puis on va dans un troisième environnement qui va être l'environnement du bon conseil. C'est quoi les choses auxquelles il faut qu'on fasse attention? Les erreurs qu'on a peut-être fait dans le passé. Puis, donc, on a des apprentissages dans chaque pièce. Puis à chaque fois, au début, on s'est mis dans un mindset précis pour penser comme ça. En faire bouger les gens, c'est excellent là, pour que vraiment ils sortent de ce dans quoi ils étaient, leur raconter une blague, bref, peu importe, changer vraiment d'état d'esprit. Puis après, on va amener les notions qu'on a apprises dans chacune des salles dans d'autres salles. Fait que là, on va amener ce qu'a dit le réaliste, là, le gestionnaire de projet, là, plus c'est ça qu'il faut faire. On a tous un petit gestionnaire de projet en nous. Là. On va dire, hey, le réaliste, il dit au créa, ce serait cool de faire ça. OK. Fait que là, on va amener dans chacune des pièces les notions des autres pièces pour pousser la réflexion plus loin et d'une forme très ludique, finalement. Et grâce au fait qu'on a fait ce petit twist de se mettre dans des souvenirs qui sont différents pour chacun dans l'équipe, de moments où on s'est senti comme ça, ben, ça crée vraiment des résultats super intéressants. Chacune des pièces, la première va nourrir les visuels. Je vois mon rêve. La deuxième va nourrir beaucoup plus les kinesthésiques. On est dans l'action, on peut toucher les choses, on peut commencer à les voir se mettre en place. Et le dernier, les auditifs. Qu'est-ce que je te dirais pour t'aider, pour t'accompagner, fait que c'est vraiment ça qui va amener à plus à pousser les choses plus loin et à utiliser plus 100% de notre cerveau. Je trouve que moi, démarrer un projet comme ça, je trouve ça vraiment, vraiment une belle manière de le faire. Quand on peut je pense à le podcast sur l'innovation avec Fabrice Briat. C'est celui-là qu'on avait fait la boîte de mouchoirs prise 2 sur le design thinking. Je pense qu'il a embarqué dans ce trip-là. Oui, absolument. Design thinking, oui, exactement. Oui, ben merci. Wow. Des gens qui veulent en savoir plus? Ben, il y a beaucoup de documentation sur la PNL. Il y a un livre de Robert Ditz qui s'appelle, je pense, c'est Être coach, que je trouve vraiment intéressant sur la dynamique de comment justement utiliser ces outils-là, puis les niveaux logiques de changement, comment est-ce qu'on travaille sur l'environnement de l'équipe, est-ce qu'on travaille sur ses comportements, ses capacités, sur l'identité de l'équipe. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui vont être... Nom de l'auteur? Robert Dilts, qui a travaillé avec... Grindr, qui a travaillé avec les fondateurs de la PNL. Et les gens qui veulent te contacter, c'est possible? Ben, c'est possible. C'est possible par LinkedIn. C'est possible sur juliehabard.com. C'est quoi ton courriel? Écrire à juliehabard.com. Écrire à juliehabard.com. Je me suis trouvé très bright quand j'ai fait ça. Personne ne la catch. Mon Dieu. Merci encore. Merci beaucoup, Julie. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'espère que j'ai allumé des petites lumières, partagé des choses. C'est intéressant, juste pour finir, au niveau sport. C'était quoi? C'était en 56, les Russes avaient amené 11 hypnotistes avec eux aux Jeux olympiques. 11. Donc, pas... Quelqu'un a une question? Ça c'est live. Tu le savais pas, mais c'était streamé. Fait que s'ils ont amené autant de gens qui font de l'hypnose à cette époque-là, c'était qu'il y avait il y avait vraiment quelque chose à faire. Puis il y a vraiment des grands noms. Je vous ai envoyé la vidéo de Tiger Woods, puis comment il avait été vraiment programmé à performer très jeune avec l'hypnose. Tu vas découvrir ça tantôt si tu le regardes. Alors, c'est vraiment assez fascinant. Les Chicago Bulls, Agassi, c'est Michael Jordan. C'est tous des gens qui ont utilisé ces outils-là pour pas en faire leur vie, là, mais pour accélérer le bien-être et le comment je vais plus vite, plus loin. Il y a un athlète olympique aujourd'hui
qui a eu le cancer. Max Sparrow. C'est ça? Ouais. Je sais pas s'il a utilisé l'hypnose ou pas. Ouais, je me posais la question. Aucune idée. Ouais. Mais je pense que c'est rendu quasiment pratique commune, non? Chez les athlètes oui. de haut niveau, là, Ouais. c'est... Vraiment. Vraiment. Moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup d'ingénieurs, j'ai beaucoup d'enseignants, j'ai beaucoup de sportifs, des gens très, très ancrés dans le quotidien qui veulent s'outiller. Et ça se fait. Il y a des livres très bien sur l'auto-hypnose, accélérer le changement avec l'auto-hypnose, des choses qui aident vraiment à se faciliter le quotidien seul ou en équipe. Je vais consulter ça. Je vais en proposer. Je vais le proposer à ma fille. Why not? Et à moi-même. Tu demanderas des nouvelles. Vas-tu lire avant, pendant ou après? Le prochain book club à Job Partnership. Go! Pourquoi pas? On est rendu à choisir un autre livre, justement. Ah oui, c'est terminé, là? Exact. Oui, il est terminé. Team Topology, Il c'est reste un chapitre. Ah, OK. C'est la semaine prochaine, puis c'est terminé après. Veux-tu que je te sorte ma cerise sur le Sunday, sur l'auto-hypnose, pour closer, closer tout ça? Tu disais que c'était accessible, etc., puis qu'on n'était pas si loin. Ma conjointe, quand elle a accouché, elle a eu 3 enfants, elle désirait accoucher sans péridurale. Bon, c'est un choix et tout. Puis, on était accompagnés par une accompagnante qui nous a suggéré l'auto-hypnose. Puis, dans la pratique, des fois, elle était avec l'accompagnante, mais d'autres fois, elle avait écouté des CD, puis se pratiquer à faire de l'auto-hypnose avec un point gâchette, blablabla, et tout. Un peu les principes que tu disais tout à l'heure. Puis on faisait jouer... Un point gâchette, c'est comme une encre. Exact. Tu appuies sur un endroit de ton corps pour créer un raccourci. Arbitrairement, elle, quand elle s'appuyait là... Moi, les gens anti-épidurales, je suis pas capable. C'est dans ta carte du monde, on respecte ça. Ça, c'est un autre débat, mais peu importe. Puis la qualité du CD, puis j'étais plus ou moins sceptique. C'était enregistré un peu cheap. C'est pour vrai, là. Really, là, tu vas avoir mal big time. Puis là, c'est ton CD. Bref. T'es encourageant, c'était bon? Non, mais c'était plus long et plus complexe que ça. Oui. Puis ça jouait dans la chambre à coucher. Il fallait qu'elle le fasse à tous les soirs. Puis là, il y avait différents stades. Plus elle se rapprochait de l'accouchement et tout. Dont un CD qui était pendant l'accouchement. Peu importe qu'elle avait jamais écouté d'avance. Okay. Puis, à un moment donné, on l'écoutait. Puis ça revenait soir après soir. Puis on retourne voir l'accompagnante 2 ou 3 semaines. Je fais, pour vrai, là, je m'endors systématiquement à tel moment et je me réveille là. Puis là, elle me dit, ça se peut-tu que tu te réveilles quand la petite madame sur le CD a dit, vous sortez de l'hypnose, vous réveillez, vous prenez confiance, blablabla. Ouais. Je veux dire, tout le propos, c'était concentrez-vous sur votre utérus. J'ai très peu d'utérus dans la vie. Ça me paraît pas, mais j'ai pas beaucoup d'utérus. Mais ça marchait sur moi-même, même si je veux dire, j'étais juste dans le lit, j'attendais, puis je me préparais au sommeil. J'étais pas dans un état d'écoute active de ce patente-là et tout. Je suis juste, OK, ça va passer, mais clairement... Tu répondais quand même. Ça répondait très bien, puis je me réveillais quand elle demandait de reprendre conscience. Je partais pas mal, en tout cas, de façon consciente ou pas, au moment où le CD le suggérait, puis ça marchait très bien. C'est ça. Fin de l'anecdote sur l'auto-hypnose. Je pense que ça peut... c'est très poli comme façon de le dire. C'est mon cue pour dire arrête, ça. Mais si je rebondis là-dessus avant de terminer... Là... T'as pas compris le cue? Mais on entend toujours de toute façon, même si on pense pas l'entendre. Et ça, c'est vraiment assez magique dans une équipe de se dire quel message on peut passer. Même si on a des fois l'impression qu'ils sont pas entendus, ils vont toujours toucher quelqu'un à un moment. Fait que vu qu'on est dans la parenthèse, je pense que même pendant qu'on dort, on entend très bien. J'ai un autre problème mental. J'écoute beaucoup de podcasts la nuit et ou des livres, puis c'est pas rare que je ressors de l'information, de trucs que j'ai entendus pendant que je dormais parce que c'est ça. Ah ouais? Ouais. Oh boy. C'est un autre problème mental, mais ça fera l'objet d'un autre épisode un jour. Ouais. On s'en reparlera avec grand plaisir. J'aurais des choses à dire, mais je me retiens. C'est bon. Merci, Julie. Merci à vous. Merci à vous.